toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat. Oui, chaque vendredi, désormais sur le podcast Chef, on se met en mode chef d'entreprise. Alors dans ce format, on s'attend forcément à trouver des chefs, restaurateurs, des patrons d'établissements, mais vous allez voir que le cercle peut être plus large. Du moins, c'est comme ça que je l'ai pensé, car quand on entreprend, l'inspiration, elle peut venir de partout. Alors bien entendu, on restera toujours dans la sphère gastronomique, mais aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'un entrepreneur qui n'a aucun resto, mais que vous connaissez sûrement pour les services qu'il propose. Vous allez découvrir l'histoire entrepreneuriale de Tristan Lafontasse. Oui, le mec à la casquette. Et si je dis que vous le connaissez, c'est parce que vous en avez déjà entendu parler, et pour cause, le Club Pépite, dit le Club d'Émile, est le sponsor de ce podcast. Alors je vais répondre tout de suite aux grincheux, même si je sais qu'il n'y en a pas parmi mes chers auditeurs, auditrices. C'est pas parce que c'est le partenaire de ce podcast que j'ai offert un auditoire à Tristan. Non, c'est sincère, car son histoire et ses idées, depuis le début, elles m'emballent. Et d'ailleurs, vous le savez, je ne pourrais pas vous parler d'un truc si ça ne me parlait pas à moi d'abord. Et le mood de Tristan, non seulement il me parle, mais il m'inspire. Et je voulais partager ça avec vous, car sa manière d'entreprendre dans la food, elle est remarquable. Elle est à son image. Et je vais vous laisser découvrir le bonhomme pour mieux comprendre. En tout cas, vous allez entendre comment d'un élève au résultat, pardon Tristan, médiocre, l'histoire a vu naître un entrepreneur. Comment on est passé d'une rencontre à une idée, comment la création d'une box lui a fait découvrir un milieu et comment deux passions finalement, l'entrepreneuriat et la gastronomie, ont fini par lui faire créer le club Pépite qui vient satisfaire des passionnés de food, dont je fais partie, et qui vient soutenir les artisans producteurs et les chefs. Ouais, car Tristan, c'est aussi la démonstration qu'on peut réfléchir à un modèle dont tout le monde sort gagnant. Bref, je vous laisse découvrir mon cher et très inspirant Tristan Lafontasse. J'ai grandi à Orléans pendant les 17 premières années de ma vie, dans un environnement plutôt très modeste. Parents séparés très tôt, j'avais 3 ans, et père éducateur spécialisé. Ma mère est devenue instite à ce moment-là. Et ça ressemble un peu à ça. Ma famille, c'est une famille plutôt assez modeste, qui ensuite s'est encore plus séparée puisque mon père est parti à Nantes et ma mère est partie dans le sud de la France, à Carcassonne. Donc je l'ai suivi pour finir mes études. Et après, par rebonds successifs un petit peu hasardeux, je me suis retrouvé dans une formation informatique, un DUT informatique, puis une école d'ingénieur. Quelle était la perspective à ce moment-là? Comment tu te projetais? Tu disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu répondais comment à cette question? Ce qui est particulier, c'est que à cette période-là de ma vie, j'ai toujours cru que j'irais pas au bout. J'ai vraiment pensé que j'aurais pas mon bac, pour des très bonnes raisons. Je l'ai eu à 10,06. Ah, t'as été meilleur que moi. J'ai fait 10,02, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bravo, Ah ouais. bravo. Avec 3 en maths au bac S. Donc, ouais. Ah bien. Ouais. J'ai eu 4, moi. C'est vrai, en plus, c'est horrible. Ok, bien joué. Waouh. Donc, c'est pas pour faire semblant comme celui qu'on a tous connu qui disait j'ai raté mon examen. Voilà. Je prends 15. Moi, vraiment, il y avait une bonne raison de penser que je l'aurais pas, donc je me projetais pas. Mais je l'ai eu. Donc, je me suis retrouvé dans la seule école où j'avais postulé, qui est un UT informatique, auquel j'ai postulé parce que j'aimais bien les jeux vidéo. Et même l'histoire se répète dans cette IUT où il y avait objectivement aucune raison que j'obtienne mon DUT. Et il s'avère que j'ai fait un stage de fin d'année en Chine qui dans lequel en plus je n'ai pas travaillé parce qu'il y a eu une incompréhension sur l'objet de ma venue. Donc j'ai beaucoup voyagé pendant cette période. C'est dingue, c'était en 2003, donc la Chine de 2003, c'est pas celle d'aujourd'hui, clairement. Ouais. Mais j'ai quand même fait un très beau rapport de stage qui m'a permis de passer, j'ai plus la note exacte, mais un 10,0 quelque chose aussi. Et donc, à nouveau, pour répondre à ta question, je me projetais pas du tout à ce moment-là. Ouais. Je vivais un peu l'instant présent. Ouais, parce qu'on se dit, bon, potentiellement, ça passera pas, donc. Oui, voilà. Et malgré moi, l'histoire est un peu trop longue, je vais pas la raconter, mais je me suis retrouvé à postuler dans une école d'ingénieur sur une erreur totale, vraiment quiproquo total. Attends, pardon, parce que ok, tu veux pas la raconter, mais comment on se retrouve sur un quiproquo total à faire quelque chose qu'on n'avait pas prévu? Bah écoute, j'étais dans mon IUT et il y avait des écoles qui venaient régulièrement draguer les étudiants de mon IUT.
le vendredi soir. Et ils venaient présenter donc l'amphi était toujours plein parce que les gens avaient envie de postuler dans ces écoles. Et puis un jour, il y a enfin une école de commerce qui vient. C'était la première fois. Ouais. Moi, j'étais là, waouh, une école de commerce, fantastique. Peut-être que c'est ça qu'il me faut en fait. Je suis tellement nul en informatique. Et donc j'y suis allé. Et j'étais sur, je sais pas, 160 étudiants, je pense. J'étais le seul de tous les UT à venir. Ce qui a beaucoup frustré la personne qui était là pour présenter son école. Et quand il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit, mais pas parce que l'école de commerce, ça intéresse personne. Et lui, il était là, oh, non, mais c'est pas vrai. On est de la chambre de commerce et de l'industrie, mais on est une école d'ingénieurs en informatique. Ouais. Et je me suis retrouvé seul face à ce Patrice, il s'appelle, directeur de l'école, et qui m'a dragué, parce qu'il avait très envie d'avoir son premier étudiant de mon UT dans son école qui venait de naître. Et en gros, il m'a dit, mais viens, postule, de toute façon, si tu rentres, tu sors. Et moi, je lui expliquais, je lui disais, mais non, mais je suis pas bon. Non, mais les examens, c'est facile. Et puis à la fin de l'histoire, quand il me donne les dates d'examen, presque soulagé, je lui dis, ah, mais je peux pas, je suis en Chine, je fais mon stage là-bas. Et en fait, je pense que ça l'a tellement excité, cette idée il va faire un stage en Chine, qu'il a avancé les examens juste pour moi. Donc je me suis retrouvé à aller, donc je pouvais plus dire non. J'y suis allé. Je me suis retrouvé seul dans une salle où j'ai eu un faux examen. J'ai appris plus tard que l'examen avait rien à voir avec celui que mes camarades ont eu. Ah ouais, dingue. Et donc je suis rentré dans cette école. Ah oui, je comprends le quiproquo, enfin le voilà, truc. gros quiproquo. Et donc quand j'apprends que j'ai mon DUT et que j'ai mon école d'ingé, je me dis bon bah allez. Ouais, on enchaîne. Ouais. Mais c'est pas les plus belles périodes de ma vie, hein, parce que franchement, je m'ennuie, quoi. Je suis dans une formation qui m'excite pas particulièrement, et je me laisse un peu bercer par des parents derrière moi qui, une fois de plus, viennent d'un milieu vraiment modeste et pour qui me retrouver en école d'ingénieur, c'est un très beau succès. Ils sont fiers, je suis content de les rendre fiers. Et moi aussi, j'ai envie de peut-être d'avoir une perspective où je vais pas toute ma vie avoir le salaire d'un éducateur spécialisé avec toutes les contraintes que c'est. Enfin, j'ai vu le travail de bosser avec des enfants autistes, c'est très beau et c'est très difficile et c'est pas à la hauteur de la rémunération que ces gens gagnent aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. Là, on n'est pas du tout dans une idée d'entreprendre. On est un peu au jour le jour. On se dit bon, ben voilà, un truc en appelle un autre et tu pousses les portes les unes comme ça après les autres. Parfois même des portes que tu n'avais pas soupçonnées, de fait. Qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va s'inscrire? Comment tu vas écrire ton histoire pro? Parce qu'à un moment, il va falloir arrêter les études. J'imagine qu'elles vont s'arrêter après cette histoire, peut-être. Maintenant, avec le recul, je pense avoir compris que je suis quelqu'un d'assez passionné. Et je me passionne facilement pour un sujet. À l'époque, c'était l'informatique. J'ai monté et démonté des dizaines d'ordinateurs, mis de la pâte thermique sur des processeurs pour les coller sur des cartes mères. Je te passe les détails. Ce qui progressivement me fait prendre une forme d'expertise dans ce domaine-là. Et cette passion, elle était sur l'informatique quand j'étais gamin. Et elle s'est d'abord déplacée vers l'entrepreneuriat. Je sais pas pourquoi. Peut-être initialement en forme de rejet ou d'effet miroir par rapport à mes parents et à ma famille, où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat sur plein de petites expériences plus ou moins réussies dès mes études, dès mon école d'ingénieur. Donc c'était quoi? C'était une manière pour toi de te dire, en fait, moi je veux être dans l'indépendance, je veux peut-être sortir ou tourner le dos à des difficultés, à un contexte modeste et peut-être tenter justement d'aller un peu plus haut, de faire un peu différemment, de pas subir un... Ouais, je pense que c'était pour être un peu en contrôle de ma vie et donc de ma carrière. Mais franchement, avant tout, la passion. Vraiment, c'est des sujets qui me passionnaient, sur lesquels je me suis lancé à chaque fois. Et j'ai tellement connu des études dans lesquelles tu dois réviser pour quelque chose qui t'intéresse pas du tout. Ouais. C'est un peu le principe des études, j'ai l'impression quand même, malheureusement. Ouais, malheureusement. J'ai aussi connu la vie en entreprise. J'ai bossé 3 ans dans l'aérospatiale où mon plus grand skill, c'était d'apprendre à reconnaître le bruit de pas de mon directeur pour savoir quand il fallait faire alt-tab sur mon écran. C'est horrible ça. Hein. Ouais, c'est l'enfer. Non mais en c'est fait, l'enfer. c'est très répandu. Hein. Il y a des gens qui nous écoutent qui doivent connaître ce truc par cœur, quoi, du switcher. Enfin, ouais. Quand t'as connu ça et que tu trouves un sujet qui te passionne, en tout cas moi, je me mettais à 200% dedans. Et genre quoi, les premiers exemples, c'est quoi en fait? Quels sont les exemples où pour la première fois dans ta vie, t'es arrivé à marier une passion et cet élan?
entrepreneurial? La première fois que j'ai marié les deux, c'est avec l'informatique, parce que je maîtrisais que ça et et je maîtrisais très bien. Et donc je lisais un blog qui à l'époque était hyper populaire, qui s'appelait Mashable, Mmh. que j'adorais. Et j'étais dessus tous les jours. Et un jour, Aziz, le rédacteur de Mashable France, écrit qu'il cherche un rédacteur. Moi, je sais pas écrire. J'ai des notes catastrophiques au bac de français. Et malgré tout, je lui écris en disant, bah moi, je suis chaud. Et il me répond, bah tiens, prends cet article de Mashable US, traduis-le, adapte-le au marché français. Et si ça me plaît, on y va. J'ai fait ça. Il a adoré. En même temps, c'était pas non plus trop technique, mais Ouais. c'était plus de la traduction. À une époque où Google Translate était très 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 balbutiant C'est bien de et le pas du tout préciser. efficace quand même. C'est plus méritant parce qu'aujourd'hui, ce serait beaucoup plus simple. Et voilà, et je me suis retrouvé à être blogueur sur ce blog qui était un des 3 plus grands blogs tech français à l'époque, donc c'était génial. Et puis bah ma carrière a continué, et le deuxième pas que j'ai mis dans l'entrepreneuriat, c'est lorsqu'un ami m'a proposé de boire un café pour parler de son projet. Il s'appelle Faisal. Le hasard complètement incroyable, c'est que je l'ai pas vu depuis 6 ans, depuis son mariage, et je l'ai revu ce matin. Mmh. On a bu un café ensemble. Et Faisal m'a juste posé des questions, une fois de plus, sur la partie informatique de son projet. Sauf que, très rapidement, on a débordé sur tous les autres sujets entrepreneuriaux. Et il s'avère que son projet, était dans le monde de la gastronomie. Et ce qui m'a initialement excité, c'est le côté entrepreneurial, parce que la gastronomie, c'était pas un sujet pour moi à l'époque. Je te parle de ça il y a 12 ans. Mais par contre, son projet m'a beaucoup plu et je me suis énormément impliqué avec lui dans ce projet. Est-ce qu'on peut le décrire? Ce projet, Ouais. bien sûr, à une époque, je donne un peu de contexte, à une époque où Uber Eats n'existe pas, Deliveroo n'existe pas, HelloFresh n'existe pas, il y a rien de tout ça. Mmh. Lui se dit, on va créer une box de prêt à cuisiner. À l'époque, c'était le mot qui était utilisé. On va avoir des chefs français, on va leur demander une recette et on va créer une box qu'on va livrer aux Libanais, parce que Faisal est libanais, il connaît très bien ce marché. Et il dit, les Libanais vont adorer pouvoir cuisiner chez eux. Donc on se parle du marché libanais, on Oui. parle pas des Libanais Non. dans le monde, on Au se parle Liban. au Liban. Au Liban. Ok. À une époque où ce pays était beaucoup plus stable qu'il peut l'être aujourd'hui, malheureusement. Mhm. Et ce projet a très vite basculé sur, en fait, c'est compliqué quand même, donc on va le faire en France. Enfin, je dis on. Au début, c'était Faisal et moi qui lui filais un coup de main. Et puis très très vite, on a adoré échanger ensemble, on a adoré réfléchir ensemble. Et moi, enfin, je suis passé de je suis bien dans ma boîte, j'ai enfin un statut social, j'ai un costard cravate et un salaire confortable, mais je m'ennuie. Je suis passé de ça à je me lève tous les matins en ne pensant qu'à une chose, c'est ce nouveau projet entrepreneurial qui avance pendant quelques semaines, voire mois, jusqu'à ce que tous les deux on se rende compte que ce projet, il y a un truc qui marche pas dans ce projet et on va très vite se retrouver à en gros, à acheter des frigos, couper des carottes et pas être épanoui dans ce projet-là. Juste pour qu'on comprenne, est-ce que tu peux nous décrire quel est le concept à l'origine? Donc on a compris, c'est une box que les gens reçoivent et l'idée, c'est qu'ils n'ont plus qu'à faire ce qu'il y a dans la box. Tout est balisé et c'est signé par un grand chef. Ouais, exactement. D'un point de vue commercial, comment ça marche avec le chef, par exemple? Comment vous lui prenez sa recette? Alors à l'époque, on savait pas encore exactement. On pensait qu'on devrait rémunérer le chef une partie du chiffre d'affaires qu'on allait générer, mais il s'avère que je pense que la réponse qui est intéressante, c'est celle qui viendra après. C'est ce que j'ai créé par la suite et qui explique pourquoi aujourd'hui, avec Pépite, j'ai très très envie d'aider et de soutenir les chefs, quels qu'ils soient, puisque c'est une époque de ma vie où ils m'ont énormément aidé. Et donc, pour répondre à ta question, tous les chefs avec qui j'ai travaillé dans la première vie de mon entreprise ne m'ont rien demandé financièrement. Donc ils ont filé des recettes. Ouais, ils ont fait des Ils recettes ont signé. gratuitement et surtout, ils m'ont donné de leur temps, des heures de leur temps dans leur cuisine à filmer, prendre des photos, parce que eux, déjà à l'époque, avaient la même mission que moi j'ai aujourd'hui avec Pépite,
qui est celle de soutenir les producteurs artisans qui méritent d'être soutenus et qui travaillent super bien. Donc ça, c'est rare. C'est chouette de le dire quand même. Il y a des chefs qui, donc à l'époque, ont vu un mec débarquer en disant « Moi, j'ai un concept. Je vais faire de l'argent dessus, puisqu'on parle d'un business, qui va reposer quand même sur votre notoriété aussi, parce que on vend la box d'un tel, une recette signée par un grand nom de la gastronomie. Et les mecs prennent le temps, te filent une recette que tu vas commercialiser en utilisant leur nom, gratuitement. Gratuitement, ouais. Et parmi eux, alors beaucoup de chefs toulousains initialement puisque j'étais à Toulouse, mais après, je pourrais pas tous les citer malheureusement, mais parmi tous ces chefs qui ont accepté de faire ce que tu viens de décrire, de bosser gratuitement et de mettre en avant leurs artisans producteurs, Michel Guérard, Guy Savoy, Alexandre Couillon, Glenn Viel, Alexandre Madzia, Yannick Aleno, Sébastien Brasse, et j'en oublie des dizaines. Enfin, je les oublie pas, mais c'est juste que je peux pas tous les citer, sinon ce serait très long. Balèze. Donc, à partir de quand tu te dis qu'il y a un problème? Tu nous parles de ce moment où vous êtes retrouvés à acheter des frigos et à couper vous-même des carottes. Comment on en vient à ça? Qu'est-ce qui fait que ce truc bug à un moment où à quel moment on se dit bon, en fait, il y a une petite impasse? Heureusement, on se le dit avant d'acheter les frigos et on le réalise tous les deux de notre côté, ce qui nous fait beaucoup réfléchir et on décide de mettre fin à ce projet. Mais qu'est-ce qui marche pas? C'est une époque où on se rend compte qu'en tirant le trait du modèle de l'entreprise qu'on veut créer, on va vraiment devoir acheter des chambres froides. J'ai dit des frigos, mais c'est des chambres froides. Et faire du stock. Et faire du stock et se retrouver ça devient beaucoup moins excitant. On réalise que nos journées vont ressembler à gérer, pendant de nombreuses années avant qu'on puisse avoir des équipes qui le feront pour nous, à gérer de la matière première, à gérer des denrées périssables, faire de la livraison. Enfin, ça ne devient plus un projet excitant à ce moment-là. Et donc on décide d'arrêter ce projet. Et alors tips intéressant en termes entrepreneurial. Pardon de dire ça, mais quiconque écoute ce truc te dira, mais les gars, c'était écrit. Je veux dire, vous auriez pu vous dire dès le début, attends, qu'est-ce que ça veut si on se projette dans OK, ça fonctionne, ce qui est un scénario qu'on n'envisage pas forcément parce que souvent il faut se dire OK, qu'est-ce qu'on fait si ça fonctionne pas mais si ça fonctionne, logiquement, à un moment, il allait falloir gérer ses box. Et il y a forcément cette charnière où vous n'avez pas encore embauché et où à un moment, si tu as 100 commandes, il va falloir gérer les 100 commandes, mettre des carottes là où il faut mettre des carottes et donc les stocker et tout ça. Vous l'aviez pas vu? On savait qu'il faudrait le faire, on savait pas dans quelle proportion et vous étiez excité par tout l'à côté, les chefs, les trucs, j'imagine, le côté gastronomique du truc, quoi. Ouais, et surtout, je pense qu'on était des débutants dans le monde de l'entrepreneuriat. On avait nos compétences respectives qui nous ont permis d'arriver où on est aujourd'hui, sur des trajectoires complètement différentes, puisque, comme je disais, je viens de le revoir ce matin, et lui, aujourd'hui, il est CEO d'une énormissime boîte de 1500 personnes. Ah ouais. Donc, on a pris des trajectoires complètement différentes. On a eu un échange très beau ce matin, c'était vraiment super. Tous les deux extrêmement heureux de là où on était arrivé aujourd'hui, et chouette. Extrêmement heureux de là où l'autre était arrivé aussi. C'était vraiment très beau. Mais malgré tout, à l'époque, vraiment des débutants dans l'entrepreneuriat. Et donc, on avait tout à découvrir. C'est des années d'études dont j'ai pu garder 5%. Et j'arrive à un moment où, ok, je ne sais rien, je comprends rien. Et je dois tout réapprendre. Et moi, c'est une époque qui est hyper excitante pour moi, puisque je suis quelqu'un qui me passionne très vite. Et là, d'un coup, je découvre que je peux me passionner pour un nouveau domaine qui est celui de l'entrepreneuriat, pour lequel, étonnamment, à l'époque, je découvre avec surprise qu'il y a une littérature, qu'il y a des règles, qu'il y a des méthodologies dont on ne m'avait absolument jamais parlé. Et une culture. Et moi, à l'époque, je découvre le bouquin de Eric Ries qui s'appelle The Lean Startup. Je le découvre en 2014, je crois qu'il l'a sorti en 2012. Donc le temps que ça arrive en France doucement, en fait, je fais partie des premiers, des centaines ou milliers de premiers en France à lire ce bouquin. Et avec une chance incroyable avec le recul aujourd'hui, c'est que j'ai pu lire ce livre et mettre en pratique tout ce que je lisais en temps réel. Et ça a été génial. Et c'est ce qui a fait que plus tard, je suis devenu professeur dans plein d'écoles de commerce sur cette méthodologie et même que je donne des conférences sur le sujet. Juste pour faire un petit point à ce moment-là, premier élan entrepreneurial, quel âge tu as à ce moment-là et combien de temps va durer cette aventure autour de la boxe? Je dois avoir 27-28 ans
à ce moment-là. Et pour accélérer un peu, Faisal et moi, on décide de se séparer. Puisqu'en gros, moi, je ne peux pas abandonner ce projet parce que c'est trop tard, la graine est plantée et je suis tellement excité par ce projet entrepreneurial que j'arrive pas à le lâcher. Lui, par contre, son mode de fonctionnement, et on le voit avec nos parcours différents, est complètement différent. Et lui, en 2 jours, il a déjà décidé quelle serait sa nouvelle vie et son nouvel avenir. D'accord. Et donc, on se retrouve 2 semaines plus tard où moi, je lui dis, c'est bon, j'ai craqué le truc, en fait, c'est ça qu'on va faire et on va avancer comme ça. Et lui me dit génial, mais moi je passe à autre chose, donc si tu veux y aller, vas-y sans moi. C'est même pas ça qu'il m'a dit, et on en a à nouveau reparlé ce matin, et je suis trop content qu'il ait abordé de lui-même. En plus, ça m'a vachement touché. Spontanément, il racontait à son frère qui était présent. Tristan est venu me voir en me disant, fais ça, est-ce que ça te dérange pas si moi je continue? Un peu la queue entre les jambes à ce moment-là, parce que c'est quand même Ça son venait projet de à la lui, base. ouais, bien sûr. Et il me dit à l'époque, donc il y a plus de 10 ans, et il s'en rappelle encore, mais non, mais bien sûr. Et alors, il était touché que je lui pose la question. Et malgré tout, la réponse était une évidence pour lui. C'était, mais enfin, c'est fini. Vas-y, fonce. Et vous avez fait ça ensemble combien de temps? Ça a duré, je sais pas, 3, 4, 5 mois. D'accord, ouais. Pas vraiment la Ah ouais, timeline, c'était vraiment tout l'embryon, quoi. Ouais. Vraiment, on se parle même pas Ouais. d'une aventure qui s'est installée, Non, quoi. non, T'as pas eu non, le temps de non. s'installer. Lui, il se dit, OK, moi, je suis un entrepreneur. Soit les choses s'alignent et je vois le truc. Exactement. Et c'est un gros canal et on y va. Soit ça prend pas, c'est chiant, machin, il faut craquer, il faut machin truc. Et là, c'est pas mon truc. Toi, c'est ton truc. Okay. Ouais, moi, c'est mon truc. Qu'est-ce que t'apprends de ce bouquin, là? Parce qu'on en parle. Et on sent qu'il pose quelque chose et que tu vas en tirer certaines valeurs que tu vas vouloir transmettre et que tu vas aussi certainement vouloir appliquer. Si tu dois résumer à ce moment-là ce que tu découvres, parce qu'on sent que t'en parles avec une espèce d'enthousiasme et d'un moment un petit peu charnière en termes de compréhension et de culture, et quoi comme clé dans ce livre que tu découvres à ce moment-là? S'il y avait une seule clé que je retiens de la méthodologie Lean Startup, c'est d'aller très très vite et de tester tout de suite. Et ça semble tellement évident que je suis obligé d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire derrière. C'est que dans 99% des projets entrepreneuriaux, en tout cas que j'ai pu observer autour de moi, on prend tous, moi le premier, même si je le savais, beaucoup trop de temps avant de lancer son projet, de tester, de vendre pour la première fois. Et ce que nous apprend le Lean Startup, c'est que c'est possible de créer ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product, qui est le produit minimum qui permet de tout de suite mettre dans les mains d'un premier client l'idée qu'on a, que ce soit du service, un vrai produit physique ou quoi que ce soit. Et vraiment, je pourrais jamais insister suffisamment sur le fait que c'est possible dans 99,9% des cas de tester dans une semaine toute idée, tout projet entrepreneurial. Et vraiment, j'ai plein de gens qui sont venus me voir en me disant ouais, mais moi c'est particulier parce que et des gens sur deux et ça prend 5 minutes à déconstruire parce qu'il y a des blocages qui sont très normaux et rationnels. Mais le Lean Startup t'apprend à déconstruire ça. Et quel intérêt ça a de mettre un produit clairement pas fini, clairement pas abouti dans les mains de son client? C'est qu'en fait, la denrée la plus rare dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est le temps. C'est pas l'argent. L'argent est important, bien évidemment, mais au début, c'est le temps. Et en fait, plus tôt tu vas avancer sur un projet, plus tôt tu vas pouvoir te rendre compte de ce qui est pas OK dans ton projet. Je parle bien, là, j'insiste sur un projet de start-up que je mets en opposition à, par exemple, la création d'une boulangerie. Dans la création d'une boulangerie, a priori, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de nouveauté. On connaît, on sait quel produit on va transformer pour avoir du pain. Il n'y a pas d'inconnu dans un projet de création de boulangerie, sauf pour quelqu'un qui crée une boulangerie à la limite sans gluten. Il y a quelques années, c'était un projet entrepreneurial complexe, conceptuel. Voilà, mais aujourd'hui, donc là, il y a rien à tester. Donc là, on peut très bien dérouler un projet. Je vais trouver un local, etc. Lorsqu'il y a une inconnue dans un projet, il faut le plus vite possible tester cette inconnue et valider que on se trompe pas. Voir comment ça résonne. Exactement, comment ça résonne. Donc, le plus vite possible, dire à quelqu'un, c'est bon, j'ai un projet, paye-moi. Il faut absolument prendre de l'argent en échange parce que sinon ça n'a pas de valeur. Le tester, toutes les analyses de marché ou même les questions à la sortie du métro. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous seriez prêt à ça vaut rien par rapport à mettre dans les mains de quelqu'un un produit.
Donc là, tu te dis, ok, maintenant désormais, quand j'aurai une idée, il faut vite qu'elle devienne concrète et que je l'envoie et que je la partage et qu'on voit là où ça coince et là où ça glisse. C'est exactement ce que j'ai fait. La première fois que je l'ai bien fait ça, c'est avec le club d'Émile. Lorsque j'ai créé Pépite il y a maintenant 5 ans, là j'avais vraiment tout ce schéma en tête qui était très très clair. Ça faisait des années que je l'apprenais à mes étudiants, donc j'avais pas le droit de me planter dessus. Ouais. Et là j'ai été extrêmement lean. Et là en effet, immédiatement, j'ai proposé quelque chose et j'ai vendu quelque chose pour lequel la proposition de valeur initiale n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui dans Pépite. T'as façonné. Petit à petit, ça s'est complètement façonné avec le temps. On va y venir. Alors, on a quitté ce duo qui se sépare. Toi, tu te retrouves avec cette envie, cet enthousiasme, ce truc de dire, moi, cette histoire de boxe, cette découverte à la fois de l'entrepreneuriat et, on va y venir forcément, de ce monde de la gastronomie, parce qu'on sent tout de suite que ça t'a parlé aussi, ces chefs que t'as aimés, ce contact, on sent qu'il y a une espèce de spontanéité directe et d'appétence pour ce milieu-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu te retrouves seul à porter seul sur cette barque. Mm-hmm. Comment tu la transformes? Comment t'enchaînes? À ce moment-là, ma priorité, c'est de retrouver quelqu'un, parce que je suis convaincu, de par la littérature, que j'avancerai seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Ouais. Donc, je cherche un associé, et je recherche notamment parmi mes amis, et je trouve quelqu'un qui s'appelle Romain, qui est à la fois très smart, disponible pour m'accompagner, et qui adhère au projet, qui le comprend. Et donc, très vite, lui et moi, on se teste aussi pendant quelques semaines à voir si on arrive à bosser ensemble. On constate que c'est le cas et donc on avance sur ce projet. Et puis là, en effet, très vite, je décide de tester ma première box, puisqu'à l'époque, donc, pendant les 4-5 premières années de la vie de mon entreprise, j'ai vendu des box, les fameuses box de ces très grands chefs que j'ai cités tout à l'heure. Et donc l'objectif, c'est de le plus vite possible d'aller voir un chef et de lui dire, voilà ce que je fais, est-ce que ça t'intéresse? Et le premier m'a dit oui. Et donc une semaine après, on vendait notre première box qui était pas du tout aboutie, qui était très moche, mais qui m'a permis d'apprendre énormément. Et donc la deuxième était déjà beaucoup mieux que la première, la troisième encore mieux que la deuxième. Et cette courbe d'apprentissage a été évidemment beaucoup plus rapide que si seul dans nos bureaux, on s'était demandé c'est quoi la box parfaite. Viens, on la dessine, viens. Et là, tu te poses 10 000 questions. Oui, mais il faut le meilleur logo, il faut le meilleur papier, il faut la meilleure boîte. C'est sans fin. Ça, c'est sans fin. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te dis avec ton duo, tiens, on va se retrouver à faire un truc avec Faisal en l'occurrence au début, qui risque de nous ennuyer, qui risque de pas être fun. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à contourner ou à transformer cet inconvénient-là? On se parle des frigos, on se parle du stock, on se parle de tout ce truc que la boxe implique et qui est peut-être un petit peu chiant. Comment, dans la suite de l'aventure avec ton nouveau duo, tu arrives à contourner ça ou à le transformer? En fait, je suis vraiment bloqué sur ce sujet. Et ce qui le débloque et ce qui fait que quand je retourne voir Faisal en me disant c'est bon, j'ai craqué le truc, c'est que je me pose une question qui a l'air un peu simple avec le recul. C'est qui sont les meilleurs aujourd'hui au monde et qu'est-ce que je peux prendre de leur succès et appliquer à mon projet. Et les deux noms qui me viennent hyper spontanément à l'époque, c'est Airbnb et Uber, qui sont aujourd'hui Uber c'est moins sexy, mais à l'époque c'est vraiment une star. Vraiment c'est incroyable. On a tendance à oublier à quel point on n'aimait pas trop les taxis à l'époque, alors que maintenant c'est revenu. Et puis Uber arrivé, on se dit c'est tellement cool. Putain, ils ont des bonbons, ils ont des bouteilles d'eau et machin. Ils sont pas en train de gueuler. Ouais. Et le point commun de ces deux boîtes, c'est qu'ils ont, d'un point de vue modèle économique, c'est qu'Uber n'a pas de voiture ni de chauffeur et Airbnb n'a pas d'appartement. Et je pars de ça. Alors maintenant, ça paraît évident, mais sur le coup, je dis, mais qu'est-ce que je peux prendre de ça, moi? Comment je peux trouver quelqu'un qui a des frigos et qui acceptera de les utiliser pour moi? Et la réponse me vient quand je suis dans un restaurant. Je mange seul au restaurant, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et d'un coup, je me dis, mais en fait, c'est les chefs. Alors note, je fais une pause par rapport à ce que tu es en train de dire. Manger seul au restaurant, c'est une expérience à faire et à renouveler pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on est pleinement dans l'assiette, et parce que moi, je partage ce truc-là. C'est parfois là où on a des idées. Quand on se retrouve seul, il y a quelque chose d'assez méditatif, on est pleinement avec ce qui se passe, et en l'occurrence, ça montre que aussi on peut être tilté. Donc là, ce jour-là, tu tiltes. Complètement. Je tilte, et je me dis, ceux qui ont déjà un sourcing incroyable, des super produits et des frigos, ce sont les chefs. Et s'ils acceptent qu'au final, un peu comme
Airbnb. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît évident parce que Deliveroo, tout le monde connaît. Enfin, ça paraît évident, pardon, mais moi, je me serais pas dit 2 secondes, ce chef va accepter Non, mais même au-delà de ça, aujourd'hui, on est habitué à ce que il y a des gens qui viennent dans des restaurants prendre un panier et l'amener chez toi avec Deliveroo, Uber Eats, etc. Mais à l'époque, ça n'existe pas du tout, nulle part dans le monde. Il n'y a pas de Uber Eats ou de Deliveroo. Et à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai l'impression à ce moment-là que mon idée est vraiment fantastique, c'est que je me dis, waouh, l'idée de génie. Je vais demander aux chefs s'ils sont d'accord pour que je vienne, moi avec mon vélo, chercher les produits dans leur restaurant pour les amener à mes clients. Donc là, on se parle toujours, non pas de plats préparés, mais de plats à cuisiner préparer, chez soi. À cuisiner. Ouais. Donc en gros, tu viendrais chercher de la matière première quasiment. C'est ça. Je finis le repas, je règle l'addition et je me dis, Tristan, tu te rappelles de ce que tu as appris sur le Lean Startup? Vas-y. Et donc, je pitch mon projet au serveur qui est devant moi, qui est sûrement le directeur de salle, qui me dit, ça a l'air intéressant, mais c'est pas moi qui décide, c'est le chef. Et puis, vraiment, le concours des circonstances, le chef est entre 2 moments où il est disponible. Il vient me voir, je lui explique le truc. Je le pitch comme si j'étais déjà prêt. Attends, tu lui expliques le truc alors que tu viens d'avoir l'idée un quart d'heure avant. Okay. Ouais. Okay. Et je le présente comme si c'était déjà possible de le faire. Parce que ça n'a pas de valeur de dire j'ai cette idée d'un projet que je pourrais faire un jour, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, la réponse, elle va être polie. Oh oui, c'est une bonne idée, je le ferai. Alors que là, pour avoir un test qui a plus de valeur, qui est pas parfait, mais qui commence à être pas mal, c'est de dire j'ai cette boîte, voilà ce que je fais. Est-ce que tu vas être mon prochain partenaire? Parce que là, la réponse, elle est beaucoup plus engageante. Et sa réponse est ouais, ok, on peut démarrer là, si tu veux, dans le mois. Et moi, je sors de là avec un niveau d'excitation colossal. Parce que je me dis, si lui, il a accepté, potentiellement, j'en ai d'autres qui vont accepter. Et cette idée, elle est pas... potentiellement, elle est pas bête. Donc c'est quoi le deal que tu fais? Donc c'est en gros, tu vas dire, je sais pas moi, telle semaine, c'est le chef X qui propose sa recette, et ce chef X, en gros, lui, il va te dire, ok, moi dans mon frigo, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 20% de mon frigo qui va être consacré à ce business-là, et donc je vais acheter comme si je le vendais dans mon restaurant les produits nécessaires, mais qui vont être destinés à la box. Et toi, tu vas passer et tu vas venir les prélever. Exactement. Donc moi, sur la partie entrepreneuriale, moi là, l'intérêt, c'est que je ne gère pas de stock, je ne gère pas les produits. Les produits, s'ils sont pas utilisés, en fait, le restaurant, lui, il les utilisera. Donc il n'y a pas de perte. J'ai une garantie d'un sourcing complètement incroyable. Et en plus, dans ma proposition de valeur, je passe d'un projet où je sais même pas aujourd'hui, à l'époque où j'envisageais d'acheter les produits, mais il n'y avait pas cette dimension hyper haut de gamme que j'ai créée après. Là, d'un coup, je passe d'un projet... Là, tu court-circuites tout, en fait. Enfin, en tout cas, les contraintes. Ouais, toutes les contraintes disparaissent et je passe d'un projet très moyen de gamme à aujourd'hui, je pense vraiment avoir créé la box gastronomique la plus haut de gamme à minima de France. Si c'était au monde, je dis ça juste parce qu'on a la chance en France d'avoir parmi les plus grands chefs. Et ce gap vers une box très très haut de gamme, il a été fait grâce aux chefs qui m'ont fait confiance au début. Et c'est pour ça, une fois de plus, qu'aujourd'hui, je suis trop content de pouvoir rendre à mon tour à ces chefs qui m'ont fait confiance et qui m'ont beaucoup aidé au début de cette aventure entrepreneuriale. Comment ça s'écrit, la suite de cette box? Parce que ça, pour le coup, tu vas l'habiter un petit peu. C'est pas comme ces quelques mois où vous allez réfléchir, vous allez être un peu dans l'impasse avec ton premier associé. Là, pour le coup, ça y est, t'as trouvé une piste, t'as court-circuité ce qui pouvait te contraindre. Comment ça va se développer? Donc là, vous allez monter en gamme. Vous allez dire comment on fait mieux d'une box à l'autre. En gros, quels vont être les leviers sur lesquels tu vas t'appuyer pour augmenter la valeur de ta proposition? J'applique la méthode Lean Startup et je regarde quelle est l'hypothèse la plus risquée dans mon plan entrepreneurial. Et donc au début, c'est est-ce que les chefs vont me suivre? Donc le premier enjeu, c'est d'avoir le premier chef qui accepte, et puis après, quand même, de pouvoir renouveler. Donc au début, ma crainte, c'est est-ce que c'était pas juste une erreur que ce chef accepte? Donc on fait une box avec ce premier chef, puis on continue un deuxième, un troisième. C'est quoi la fréquence des box? Ça a tellement changé que je sais même pas te répondre. D'accord. Je crois qu'au début, c'était une par semaine. Ce qui est énorme. Ouais, c'était énorme. Et parce qu'il faut penser le coup d'après tout de suite, en fait. Mais ça a beaucoup évolué. Il y en a eu plusieurs en parallèle. Il y a eu entrée plat dessert, il y a eu que plat, à la fin, c'était une box par trimestre. Ça a énormément évolué. Le modèle a beaucoup bougé parce que
pour répondre à ta question, l'évolution de Zbox a été malgré tout très compliquée. Au début, il y a eu la phase d'euphorie où tout le monde était hyper excité par ce projet entrepreneurial qui avait beaucoup de sens et qui parlait beaucoup. On a eu beaucoup de presse locale, on a eu un peu de presse nationale, même internationale, ce qui nous a donné beaucoup d'énergie et qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui, mais qui n'a pas changé quelque chose sur lequel je n'avais pas la main. C'est que, avec le recul, je me rends compte que j'ai le monde des box très haut de gamme, comme celui qu'on a créé avec la box, est un monde, c'est très très niche. Il y a peu de gens qui déjà, les passionnés de gastronomie, il y en a, mais c'est pas non plus des dizaines de millions. Mais là, il y a un double enjeu. Il faut être passionné de gastronomie, donc vouloir mettre de l'argent pour ses produits, avoir le goût de ses produits et avoir envie de faire. Exactement, c'est ça le truc que j'avais pas capté. C'est que parmi les passionnés de gastronomie, à qui je m'adresse aujourd'hui dans Pépite, parmi eux... Pépite, pardon, mais c'est le club des pieds sous la table du coup. Tu leur donnes le meilleur et en plus, ils ont pas à faire. T'es pas obligé en fait, tu choisis. Tu choisis. Et c'est ça qui est fantastique. Et en fait, Pépite, je l'ai créé pour moi, parce que moi, j'aime bien cuisiner, mais pas tout le temps. Ouais. Et j'adore pouvoir faire comme j'ai fait hier soir, sortir un truc de mon frigo, un produit absolument incroyable, un foie gras Eduardo Souza par exemple, et pouvoir juste l'ouvrir et le poser avec un très bon pain. Ça, c'est fantastique. Et à l'époque, je m'adressais uniquement aux gens qui sont prêts à dire, ça va même plus loin, c'est je vais inviter des potes chez moi et leur annoncer ce soir, je vous cuisine le plat de Michel Guérard. Ouais. T'imagines la pression. Même quand tu cuisines bien, tu perds encore des gens qui n'assumeront pas de dire ça à leurs potes. Ouais, donc en fait, le marché était vraiment très très étroit. Ça a marché suffisamment pour que je sois encore là aujourd'hui et que je puisse payer mes équipes. Moi, je me payais pas à l'époque du tout. Mais il y a un moment où j'ai vu, au bout d'environ 4 ans, que a priori on allait dans le mur ou simplement j'allais juste passer ma vie à galérer et à sortir les rames. Et bon, d'un moment j'avais envie aussi de prendre du plaisir dans l'entrepreneuriat. Je suis arrivé à ce stade où je m'amusais plus vraiment. Au tout début, c'était hyper excitant, c'était génial. Et là, j'arrivais dans une phase de ma vie où je prenais plus de plaisir et ça a été une alerte. Alors ça peut arriver, hein, évidemment, il y a des coups durs, il y a des moments compliqués. Faut pas abandonner. Enfin, je pense qu'en tout cas, moi, j'avais pas envie d'abandonner. Je veux pas être donneur de leçons, donc c'est pour ça que je reprends ma phrase. Moi, personnellement, j'avais pas envie d'abandonner au premier échec. Ouais. Je sais que j'en ai eu des échecs. Par contre, quand ça fait des mois et des mois et des mois que je réalise que je suis pas heureux, je prends pas le plaisir le matin quand je me lève, et qu'en plus, je vois pas la lumière au bout du tunnel, à un moment, il y a une alerte. Et c'est cette alerte qui m'a fait dire, Tristan, il faut passer à autre chose. Et c'est comme ça qu'est né le club. Juste une question que tout le monde se pose parce qu'elle est très concrète. Quand tu dis « je me suis pas payé », des entrepreneurs qui ne se payent pas, il y en a beaucoup. On les connaît. Enfin, on les connaît, on sait ce que c'est. On fait comment ? Toi, t'as fait comment à ce moment-là ? Alors déjà, je pense que il y a peu de gens qui réalisent à quel point il y a énormément d'entrepreneurs qui ne se payent pas. Ouais. Et j'en suis à peu près sûr de ce que je dis, puisque il y aurait peut-être plus d'empathie envers les gens qui entreprennent. Probablement. et de compréhension, de respect, voire d'admiration pour ceux qui réussissent et qui aujourd'hui gagnent beaucoup d'argent. Ils sont en fait rares proportionnellement à tous ceux qui galèrent. Ouais. Ça n'empêche pas que ceux qui gagnent de l'argent, il faut qu'ils jouent le jeu et qu'ils payent leurs impôts en France. Mais malgré tout, c'est l'arbre qui cache la forêt, des entrepreneurs qui réussissent. Donc moi, à l'époque, je démarre avec France Travail, qui s'appelle pas comme ça à l'époque, mais putain, ça nous rajeunit pas, quoi. Plaisir. Ouais. Donc j'avais la chance, c'était encore l'époque où c'était 2 ans à taux plein, pas dégressif en tout cas. Donc pendant 2 ans, c'est France Travail qui m'a payé. Et puis ensuite, moi je pensais me payer bien avant d'arriver au bout des 2 ans. Ouais. Pas du tout. Puisque j'ai choisi d'avoir une équipe et au final l'argent qui rentrait servait à financer les personnes qui bossaient pour moi. Et moi, vu que c'était mon projet entrepreneurial, j'assumais de dire tant pis, je vais au bout du truc, quoi. Et donc je me suis retrouvé au RSA. Et ça a été très très difficile. Et pourquoi tout à l'heure je disais que je sais à quel point il y a énormément d'entrepreneurs qui ne se payent pas, c'est que un jour j'ai écrit un article qui s'appelle PDG au RSA, le meilleur job de ma vie.
Et cet article, il a eu un écho fantastique dans la presse. Il m'a amené à la télé. Et j'ai eu beaucoup de presse sur cet article. Et j'ai surtout eu des centaines, ouais. des centaines vraiment. Genre, quand je dis des centaines, c'est plus de 200, j'en suis certain. Est-ce que c'est 400 ou 700, je sais pas. D'emails, de messages sur LinkedIn, de textos pour ceux qui avaient mon numéro, de gens qui me disaient oh, mais merci Tristan d'écrire ça et de dire tout haut ce que moi je vis tout bas. Ouais. Et cette phrase-là, je l'ai eu un nombre de fois incalculable, ce qui déjà moi m'a fait beaucoup de bien parce que pareil, moi je pensais être seul comme eux. Et puis bah ça m'a fait plaisir de savoir que je leur faisais du bien en disant waouh, je peux continuer, je suis pas une anomalie. Et vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui sont au RSA. Je rencontre encore aujourd'hui. Donc ouais, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Hein. C'est toujours plus simple quand on a une famille derrière soi, quand on a déjà une maison qui est financée, qui est payée, et qu'on n'a pas ce genre de questions à se poser. Et il y a plein de gens qui sont dans la situation dans laquelle moi j'étais vraiment genre, j'ai envoyé un screenshot là sur mon article. C'était 535 € de RSA qui tombaient tous les mois, un truc comme ça. Ouais, on s'en rend pas compte. Et quand on devient entrepreneur, si on part de nulle part juste avec son envie et son idée, on se retrouve forcément dans cette situation. Et effectivement, quand on soulève le rideau, on se rend compte qu'on est très nombreux comme ça à se dire j'y crois, j'y vais, parce que ça me parle, parce que ça me fait me lever le matin, et puis parce que j'ai envie d'aller au bout de ce truc-là. Et ça se fait en sacrifice de tout le reste, quoi. Et c'est très compliqué. Ouais. Donc c'est bien de le dire. J'aurais fait partie, à cette époque-là, on se connaissait pas, mais des gens qui t'auraient écrit pour te dire merci. Je vois très bien de quoi tu parles. Donc, à un moment, on en vient à se dire c'est bien gentil, mais il faut passer au step d'après. Comment s'opère la charnière entre cette box et ton envie de renouer avec l'envie, justement. Et potentiellement avec aussi le fait de gagner sa vie. Ouais. Il se passe deux choses à ce moment-là. La première, c'est que j'ai perdu la passion, alors que c'est mon moteur. Et ça me rend triste. Et on peut pas entreprendre sans ça. C'est tellement dur et sacrificiel que... Il y en a qui y arrivent, évidemment. Hein, mais en tout cas, moi, ce que je conseille aux entrepreneurs, c'est d'aller vers leur passion. Ou ceux qui souhaitent entreprendre et qui savent pas où, c'est d'aller vers leur passion. Et d'ailleurs, je me permets une parenthèse. Souvent, on a l'impression de ne pas être expert dans ce domaine dans lequel on l'est. Je m'explique. Évidemment, si tous les jours, tu regardes 2 heures de vidéos YouTube sur un domaine très spécifique, évidemment, tu regardes des vidéos de gens qui sont encore plus experts que toi pour l'instant, mais tu fais déjà partie du 0,01%. Ouais, puisque tu regardes 2 heures par jour de vidéos de cette personne-là. Donc, on a tous une forme d'expertise dans un domaine particulier et c'est souvent vers ça que dans cette direction que j'oriente les gens qui veulent entreprendre. Dans mon cas, la charnière, elle s'opère parce que je réalise que j'ai perdu la passion. Et deuxièmement, je perds aussi mon associé qui est en pré-burnout et avec qui on a une discussion qui est très difficile, mais qui est assez évidente, qui dit il faut que tu arrêtes parce que ça va plus. Donc je me retrouve seul dans l'aventure entrepreneuriale d'un point de vue associé. Heureusement, j'ai encore mon équipe derrière moi et particulièrement Mathilde, ma fiancée, qui est là depuis le tout début avec moi cette aventure. Et donc à ce moment-là, je me dis c'est plus possible. Soit je passe à autre chose, soit je continue, mais je me débrouille pour retrouver la passion et pour être heureux le matin quand je me lève. Donc faire autrement. Faire autrement. C'est donc cette voie que tu vas choisir. C'est cette voie que je choisis. Et d'ailleurs, puisque je sais qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi t'as pas abandonné alors que t'étais au RSA, machin. Et la raison qui fait que j'ai pas abandonné, c'est que j'ai toujours su que quoi qu'il se passe, j'aurais trouvé un job. Et ça, je vais envoyer ce message aux entrepreneurs qui nous écoutent. Le CV d'un entrepreneur, il fait rêver énormément d'entreprises. Je le sais parce que j'étais du côté recruteur à l'époque, avant d'entreprendre. Et quand j'avais le CV de quelqu'un qui avait eu une expérience entrepreneuriale, même si elle n'était pas concluante, ça fait rêver. Et puis je le sais aussi parce que j'ai eu plein de propositions en permanence de gens qui voulaient m'embaucher. Et en gros, même si j'étais dans une situation très précaire d'un point de vue financier, et tu savais que tu pourrais retrouver. Je savais que je pourrais retrouver et que du jour au lendemain, je pourrais retrouver un job qui me permettrait d'avoir une bouffée d'oxygène.
Je terminerai en définissant le très précaire, pour que ça donne un ordre de grandeur quand même. J'ai eu, avec Mathilde, on a eu une grosse année, voire 2 années, on se nourrissait, donc vraiment on parle de apport calorique, avec les fins de marché. Donc on allait le dimanche vers 13h, 13h30 aux fins de marché, Donc où on pouvait acheter les grands paniers à 2 balles, dans lesquels on pouvait, il y avait la moitié qui était ajoutée, mais ça restait un bon deal. Et voilà, donc c'est vraiment alors on va dire une année pour pas en faire trop, mais une année hyper difficile, dans laquelle on se pose beaucoup de questions quand même. Mais à tout moment, on sait que s'il faut arrêter, on peut sortir de là. On peut sortir de là. Et c'est ça qui est rassurant. Donc il y a d'autres personnes qui savent que ils ont le frère, la sœur ou les parents qui peuvent rapporter de l'argent. Il y a une bouée à côté. Ou voilà, il y a une bouée. C'est important d'avoir une bouée, sinon c'est un peu dangereux. Ça aide à tenir. Une bouée, c'est sûr, un refuge, une valeur sûre, quelque chose qui peut faire que en fait tu te dis, même si tu es au milieu de la mer, en fait, je ne me noierai pas. Première conviction. Deuxième conviction, il y a aussi, j'imagine, le goût et l'enthousiasme que ça a créé, parce que quand tu apportes une idée, moi je me mets aussi là-dedans, je me reconnais dans l'idée de la bouée, et je me reconnais aussi dans un autre truc, très certainement, et tu vas le confirmer ou pas, mais je pense que tu vas le confirmer, c'est ce truc de se dire, j'y ai tellement mis, et puis j'aime tellement, et puis ce mode de vie, et puis ok c'est dur, ok là, mais je suis seul, j'innove, je me lève le matin en disant, tiens j'ai une idée, et je la fais, c'est un privilège, entre guillemets, qu'on s'est octroyé, qu'on n'a pas forcément envie de quitter à nouveau, quoi. C'est hyper dur de se dire, putain. Impossible pour moi de revenir en arrière. Ouais. Ça, c'est un vrai truc. C'est un luxe. C'est un luxe qui a un prix, hein, tu l'auras compris avec ce que je viens de raconter, mais qui est fantastique. Et donc, cette transition vers Pépite, c'est de me dire que c'est la réalisation que je suis capable de transformer une passion, puisque pendant 4-5 ans d'entrepreneuriat dans le monde, entouré des plus grands chefs français, j'ai développé une passion pour la gastronomie. Et je réalise que cette passion s'est transformée en expertise, et que cette expertise, je peux la transformer en une entreprise, et en l'occurrence en un club. Et donc à ce moment-là, je remets tout à plat, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'aime. Et je me dis, comment est-ce que je peux utiliser tout ça et le transformer en quelque chose qui me rende heureux et qui serve à un propos qui me parle. Alors, on imagine que cette réflexion, elle a dû s'installer un moment, elle a peut-être un petit peu duré dans le temps. Peut-être tu vas le contredire. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ah mais putain, quand tu dis je mets à plat, ça veut dire j'ai réfléchi à ce que je viens de traverser, aux quelques années où j'ai entrepris, à ce qui a bugué, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, là où il y avait des freins, là où je peux les lever, tout ça. Donc comment je vais faire pivoter les choses ? Est-ce qu'il y a un moment, un jour, où, parce qu'il y a tout ce fantasme-là, où t'es sous ta douche et tu dis putain je l'ai, je vais faire ça. Ou est-ce que ça a été le fruit d'un long process Ah non, j'aimerais te dire que ça m'est arrivé sous la douche, mais pas du tout. J'adore ce truc de je l'ai. Non, c'est long et ennuyeux. Ouais. C'est pas comme dans les films. C'est plein de questionnements, plein de doutes, plein d'échanges avec des gens. Et ouais, c'est horriblement long. Et puis surtout, c'est que du doute, parce que c'est à nouveau replongé dans l'inconnu. Ouais. Tout le monde autour de toi a envie de te donner son avis, qu'il soit bon ou moins bon. Et donc non, c'est très compliqué cette phase-là. Et il faut tenir bon. Quand tu parles des autres, on s'accroche à quoi dans cette phase-là où tu te dis déjà en toi-même, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Déjà, tu passes ta journée quand tu as une nouvelle idée, une projection de ton business, à te dire est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Où sont les freins, où sont les opportunités? Ça mouline non-stop. Ouais. En plus de ça, tu le dis, il y a des gens qui te parlent. Ah, fais gaffe à mon avis, machin. Ouah, c'est génial, vas-y, lance-toi, tu vas tout claquer. Comment tu gères tout ça en fait? Au début, je réponds à ça, il faut tester le plus vite possible. Et après 5 ans d'entrepreneuriat, moi je décide aussi de faire confiance à mon intuition. Parce que l'intuition, c'est pas juste un mot joli, c'est juste l'accumulation d'expertise qui fait que une réponse semble plus évidente qu'elle pouvait l'être il y a quelques années. C'est le semble qui est important, parce que souvent, quand effectivement, tu dis, on associe l'intuition à une démarche qui peut être un petit peu, on se dit, bon, le mec, il a tranché sans trop savoir. Mais en fait, non, il faut vachement se faire confiance. Et effectivement, des années d'expérience font que quelque chose te semble évident, et ce fait qu'il semble évident suffit. Si tu creuses, tu vas savoir pourquoi il est évident, en fait. Mais on en arrive là, en fait.
Exactement. Donc ça te semble évident, et voilà, et on tranche. Donc, à un moment, tu crois en cette histoire. C'est ça. Et je tire un fil qui commence à me sembler excitant et qui me permet à nouveau de me raccrocher à ma passion pour la gastronomie, mais qui aussi peut me rendre heureux et me donner le sentiment de faire du bien sur cette planète. Donc l'idée de ce fil et ce concept, c'est de garder l'idée, et tu vas nous l'expliquer, des bons produits, de ce qu'on pouvait mettre dans une box finalement, mais peut-être d'oublier le côté vous allez faire, et toi tu vas faire découvrir. Ouais. Donc raconte-nous le début de cette histoire et à quoi elle ressemble en fait, cette première intention. Sa première intention, c'est de me dire, dans la box que je faisais, mon modèle économique faisait que je devais... t'as un prix de vente qui est fixe, donc les coûts variables, c'est les produits qu'il y a dans la box. Mmh. Donc moi, je me retrouvais... Avec des box plus ou moins rentables. Ouais, plus ou moins rentables, avec au RSA, pas de rémunération. Donc moi, pour la survie de mon entreprise, je devais parfois négocier les prix avec les producteurs qu'on mettait en avant dans la box. En leur expliquant et en y croyant bien sûr que ce serait aussi une belle visibilité pour eux parce qu'on avait un début de notoriété. Mais malgré tout, des fois, il y a certains producteurs où je voyais qu'ils tiraient un peu la langue. C'est des gens qui bossaient comme des fous. Ouais. Et on n'a pas envie de ça. Qui se payaient un SMIC mensuel, mais en bossant 70 heures par semaine. Donc, on fait pas ça pour ça. Pas très épanouissant, en fait, ce truc-là. Et donc, ce que j'essaie de faire, le fil que j'essaie de tirer, c'est de me dire comment est-ce que je peux aider ces gens-là, leur apporter le plus de valeur possible, tout en arrivant quand même, moi, enfin, à créer une entreprise qui est viable et qui me permet de me rémunérer et centrer autour de ma passion, parce que je sais que si ce que je fais me passionne, ça va rouler. Ça développera encore plus mon expertise et ça avancera super bien. Et donc, j'en viens au club et c'est peut-être le moment de présenter ce qu'est Pépite. Pépite, c'est aujourd'hui un club qui rassemble les plus grands passionnés de gastronomie en France. On se parle de gens comme des toi particuliers, et moi, des particuliers. Je dirais 90% de particuliers, même si on a de plus en plus de professionnels qui rejoignent le club, des chefs, des vignerons. C'est la passion, le dénominateur commun. La passion, c'est le dénominateur commun. Ouais, grand passionné. Donc passionné, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'extasie devant un étal dans une épicerie fine et qui est trop excité à l'idée de pouvoir tester toutes ces huiles d'olive, ou quelqu'un qui ne se pose pas la question de faire 2 heures de voiture pour aller tester un nouveau restaurant, ou quelqu'un qui sans aucun problème va passer 3 heures en cuisine pour accueillir ses amis. Et on a chacun notre version de la passion. La mienne, par exemple, c'est d'aller, je peux passer des heures, voire souvent des jours avec les artisans producteurs que je mets en avant dans ce club, à les écouter me parler et m'expliquer leur métier. J'adore faire ça, j'adore apprendre et comprendre à leur côté. Et donc ce club rassemble tous ces gens. On s'appelle le club des 1000 parce que on s'arrêtera à 1000 membres et on y est presque, on est à plus des 2/3 là. Et ce club a 3 piliers principaux. Le premier et le plus important, et c'est celui qui est fondateur de ce club, c'est le soutien des artisans producteurs qui travaillent super bien et qui méritent d'être soutenus. Alors parlons de ce premier pilier parce que c'est là où tu as commencé cette aventure-là et c'est ce qui t'a permis de pivoter de la boxe à ce club. C'est quoi le concept de ce pilier? Là, on se parle de producteur, on se parle de produit. Est-ce que tu peux nous raconter ce truc-là? Concrètement, moi, mon travail, c'est de parcourir la France et le monde. Oui, j'allais dire pas que la France, parce qu'il y a des beaux voyages quand même. Je suis allé jusqu'en Éthiopie pour aller chercher du café, ou à Madagascar pour aller chercher des noix de cajou, même du caviar. Donc je parcours la France et le monde pour aller à la rencontre des artisans producteurs qui me sont recommandés par mes amis chefs étoilés et passer beaucoup de temps avec eux pour comprendre qui ils sont, comment ils travaillent, comment leur produit va se différencier d'un équivalent plus industriel, et également valider des choses qui sont hyper importantes à mes yeux et aux yeux de tous les membres de mon club. Donc, quand j'y vais, je sais déjà que leurs produits sont bons parce qu'ils me sont recommandés par un chef étoilé et en plus parce que j'ai pu les goûter avant d'y aller.
Ça, c'est le premier, Premier critère. raccourci, ouais. Et puis le premier raccourci qui est hyper intéressant de pointer du doigt, c'est que quand t'entends parler un chef, pour passer du temps avec eux aussi, c'est hallucinant l'expertise qu'ils ont et forcément et la connaissance qu'ils ont d'un terroir et des fournisseurs. Pour citer un nom que tout le monde connaît évidemment, mais quand on parle avec Alain Ducasse, qui a au-delà d'être un palais incroyable, une espèce de bibliothèque et un disque dur absolument hors norme, le mec est capable de te rappeler que il y a 15 ans, au Brésil, dans tel village, il a mangé une langoustine qui venait ou une crevette, enfin, et de se dire exactement d'où elle vient, qui l'a fait, où est-ce que c'est, et d'être capable de dire, va voir cette femme de ma part, en fait, à l'autre bout du monde, elle fait une crevette qui est incomparable à aucune, enfin, c'est dingue. Donc effectivement, ce premier truc de recommandation fait qu'on a accès à quelque chose d'incomparable. Ouais. Les produits qu'on met en avant dans ce club sont forcément très très bons, en tout cas parmi les meilleurs de leur catégorie. Mais hyper bon hack, parce que c'est-à-dire que hop, c'est les meilleurs qui t'ont Bah oui. voilà. Ça fait un gros raccourci en effet. Trop bien. Et moi, je vais sur place valider d'autres choses qui sont parfois plus complexes Qu'un bon produit. à valider Ouais. pour les chefs, parce que nos amis chefs font un travail très intense et ils n'ont pas celui que j'ai moi de pouvoir passer beaucoup de temps, ou en tout cas autant de temps que moi, Ouais. avec les artisans producteurs. Quand j'y vais, moi, j'ai rarement un billet retour. Donc je passe des heures, Tu es voire le- des jours. C'est qui le mec là qui depuis 3 jours? C'est Tristan, tu vas voir, il est très sympa. Non, mais je l'ai littéralement fait. C'est-à-dire que j'ai pris un van avec Mathilde. On a pendant un an vécu dans un van et on est allé à la rencontre des artisans producteurs. Et donc très souvent, on leur disait non mais t'inquiète, on dort là nous. Non, mais jamais on s'est imposé évidemment, et on a surtout noué des relations d'amitié très fortes avec ces Ouais. gens-là. Non mais après pour aller aussi sur ce terrain-là, ils sont forcément très preneurs et enthousiastes. Moi, j'ai rarement rencontré des artisans ou des producteurs qui disent ouais, moi j'ai pas envie de parler de mon produit ou t'es gentil, tu me fais chier, j'ai affaire. Alors quand ils ont affaire, forcément ils ont affaire, mais ça on le sait. Néanmoins, c'est souvent des gens qui sont passionnés et qui ont à cœur de transmettre leur passion. Et c'est un vrai plaisir justement de les entendre parce qu'il y a une vraie générosité pour le coup. Exactement. Tout le temps. Ouais, tout le temps. Donc moi, ce que je vais vérifier sur place, c'est que leurs produits, en plus d'être excellents, sont bons pour notre planète. Et ça, c'est vraiment complexe. Ouais. Je découvre encore des choses aujourd'hui. Ouais. Parce que, évidemment, bio, c'est déjà excellent. C'est un très bon filtre. Mm. Et derrière, il peut y avoir encore d'autres choses. Ouais. On sait tous, il peut y avoir des produits bio qui ne sont pas bons. Même si, moi, je suis un grand défenseur de la bio. Donc, des produits bons pour notre planète. T'as des critères particuliers? Est-ce que t'as sur ce terrain-là, de l'environnement, de l'éco-responsabilité, est-ce que toi t'as une grille de lecture? Est-ce que t'as une charte? Qu'est-ce que tu prends en compte? Bien Alors sûr. oui, effectivement, là, on parle des intrants et de la bio, ok. Est-ce qu'on se parle d'emballage? Est-ce qu'on se parle de transport? Qu'est-ce que tu regardes? En fait, je passe des heures sur place et je pousse toutes les portes et je pose toutes les questions. Donc, c'est jamais les mêmes sujets. Ça peut être l'emballage, par exemple. Ça arrive une fois qu'on a un producteur qui vraiment s'excite sur l'emballage. C'était vraiment trop. Ouais. Mais c'est anecdotique. Non, plus souvent, ça va être les méthodes de production. Pour donner un exemple très concret et qui est pas hyper intuitif, je suis allé chercher des crevettes à Madagascar. Des très très belles crevettes de Madagascar, Unima. On peut se dire, crevettes de Madagascar, ils viennent de loin. C'est quoi le sens de les transporter de là-bas à ici? Le truc, c'est que si tu veux des crevettes de cette taille-là, alors il y a d'excellentes crevettes, bien évidemment sur notre littoral, et c'est la meilleure expérience du monde, c'est celle-là, hein, c'est d'avoir ce bouquet de crevettes ces crevettes bouquets, pardon, qui viennent d'être pêchées, expérience incroyable. Mais ça ne nourrirait pas beaucoup de Français parce qu'il y en a très peu. Donc si tu veux des bonnes crevettes, il y a des expérimentations en France. Sauf que c'est une crevette qui doit vivre dans des eaux à une certaine température. Donc, on est parfois, ou systématiquement, obligé de chauffer l'eau de ces crevettes. Donc, le bilan carbone du transport des crevettes de Madagascar jusqu'en France, mis en face, en comparaison au bilan carbone des crevettes locales, mais dont on a dû chauffer l'eau, en fait, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que attention, c'est jamais binaire. Et moi, je passe mon temps à essayer d'explorer tout ça et démystifier des croyances. Peut-être que la plus grande croyance est que un produit qui vient de loin a un mauvais bilan carbone, alors que il n'y a pas de chiffre exact, mais
souvent on dit que au moins 80%, si ce n'est 90% du bilan carbone d'un produit, c'est son coût de production et pas son transport. Ouais. Et ça, c'est ça, moi, ça prend le temps à expliquer et à comprendre. Et c'est ce genre de choses que je vais vérifier à chaque fois. Quel est le mode de production d'un produit? Quand on parle du café ou des fèves ou du cacao, effectivement, tout le monde pointe du doigt le fait que ces produits doivent traverser la terre entière. Or, le coût environnemental le plus important là-dedans, c'est l'irrigation. C'est pas le cargo, c'est pas tout ça en fait. Donc oui, effectivement, c'est des choses. Alors, si on doit pousser ce truc-là et après on va décliner sur les autres choses que tu regardes, mais pour me faire l'avocat du diable, à ce moment-là, t'as quand même un choix, qui est de te dire bon, ok, c'est nuançable, mais je vais peut-être laisser tomber la crevette et je vais m'occuper du chou-fleur. Tu vois, comment tu choisis les produits justement sur lesquels tu vas aller? Alors, il peut y avoir certaines catégories de produits pour lesquels je vais décider de ne jamais les mettre en avant parce que pour des raisons personnelles, j'y crois pas. Je pense pas que ça fasse sens de consommer ces produits. Genre? Bah, ça m'embête de les citer parce que j'ai pas envie de me mettre des gens à dos. Et tu les exploiteras pas. Non, mais pour des raisons éthiques, par exemple, ou de bien-être animal. On a eu le sujet récemment. On s'est demandé, vraiment, le mode d'abattage de cet animal, franchement, c'est violent, quoi. Ouais. Et tu te dis, bon, il y a suffisamment d'autres produits pour qu'on aille là-dessus. Suffisamment d'alternatives pour qu'on aille ailleurs. Ok. Mais malgré tout, la crevette, les Français en consomment énormément et les membres de mon club en consomment aussi énormément. Et mon rôle et mon envie, c'est de permettre à mes membres de déguster et de consommer celle qu'aujourd'hui je considère comme étant une des meilleures au monde de sa catégorie. Comment les premiers artisans t'ont fait confiance? Qu'est-ce que tu leur as proposé? Quel était le deal? Et en gros, sur quel modèle tu bâtis donc ce club? C'est 1000. Ça a été très facile de convaincre les artisans producteurs de travailler avec nous, puisque tout le modèle de Pépite et notre mission, et quand je dis notre mission, c'est celle des centaines de membres qui font partie de ce club, c'est justement de les soutenir. Donc j'ai tout construit autour de ces gens-là pour pouvoir leur apporter le plus de valeur possible à travers 2 points, la visibilité et l'argent. Donc quand je les appelle et que je leur explique ça, au pire, ce que j'ai eu au début, c'est du scepticisme parce que c'était trop beau pour être vrai. Au début, vraiment, beaucoup de fois, j'ai dû réexpliquer et les gens me croyaient pas parce qu'on n'avait pas d'historique, en tout cas, sur ce modèle-là. En gros, tu leur disais, vous allez être exposés, je vais vous valoriser auprès de gens qui ont faim et qui adorent et qui sont des passionnés. Et en plus, je vais vous garantir un volume d'affaires. Exactement. Ouais. Mais vous êtes gentil. Excusez-moi, j'ai du travail. Au revoir, merci. Donc, j'appelle les premiers auxquels je pense, qu'on avait déjà mis en avant dans la box et je leur explique ça longuement. Et puis on fait les premières ventes. Et puis, les premières ventes, fonctionnent. Mais sauf que les premières ventes, on avait, je sais pas combien on avait de personnes sur la première vente, peut-être 8 membres. Ah oui. 10 membres, forcément. Donc tu pars de zéro, tu démarres ton club, venez rejoignez-nous. C'est ça. Si vous êtes passionné, on va vous permettre d'acquérir des produits exceptionnels. Ouais, c'est ça. Donc, à un prix que vous ne pourriez pas avoir en temps normal. Exactement. Et je pense que c'est important que maintenant que j'en vienne au modèle économique de ce club, l'idée c'est que ensemble aujourd'hui, donc à bientôt 1000 membres, on va acheter des produits à un producteur au tarif grossiste, donc au même prix qu'il vendrait à une épicerie par exemple. Sauf que là en l'occurrence on achète beaucoup plus, on présente souvent 10-15 épiceries d'un coup. Et moi je n'applique absolument aucune commission sur cette vente. Je n'ajoute pas de marge. Ce qui fait que 100% de l'argent de la vente est reversé au producteur, comme s'il achetait une épicerie. Et pour mes membres, l'énorme avantage pour eux, c'est que sur une période limitée, de quelques semaines à peine, ils vont pouvoir acheter un produit qui est, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, probablement un des meilleurs de sa catégorie, mais en plus à un tarif qui est absolument impossible à avoir autrement, puisque c'est du direct producteur au tarif grossiste. Donc ça fait d'un côté des artisans producteurs qui sont comme des fous aujourd'hui et qui m'envoient des messages dithyrambiques parce que pour eux c'est une bouffée d'oxygène dingue, avec en plus un autre paramètre que j'ai voulu absolument
mettre en place dès le début, c'est m'assurer qu'on serait d'excellents payeurs. En gros, aujourd'hui, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a présenté comme ça à un producteur, et ça m'a fait plaisir de l'entendre. C'est Pépite, c'est la trésor des artisans producteurs. Et je l'avais pas formulé comme ça, mais d'un côté, il a raison. Ouais. C'est-à-dire que on est d'excellents payeurs. C'est-à-dire que vu que nous, on encaisse l'argent en amont, dès que la dernière livraison est faite, nous, on fait le virement décaisse. et on vire tout. Ouais. Parce que ça fait partie de notre Il n'y a promesse. pas et de soutien. payer 3 mois, machin. Ah ben, je Non. suis désolé, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de truc. Ah, Le mec, y a il pas a de relance. fini, il envoie sa viande ou n'importe quoi et il y a un virement qui est fait. Il faut le préciser. Quand on est dans son truc, parfois on a l'impression que c'est simple. Et les gens, ils se posent une question. Je suis producteur, tu viens me voir, on s'apprécie, mon produit te plaît, tu me dis, ok, je vais le vendre. Mhm. Moi, toi, tu vends X volume. Je fais mon dernier carton, je reçois tout l'argent. Parce que ce qu'on se dit là, c'est que t'es le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, mais que t'es aussi le seul intermédiaire qui prend 0. Donc, au cas où les gens débarqueraient et ne connaîtraient pas le concept, où est-ce que tu prends? Alors, l'argent, parce qu'il faut que je vive. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, enfin, je me verse un salaire. Ouais. Et mon équipe également. On se rémunère à travers les cotisations des membres qui font partie de ce club. Donc, pour faire partie de ce club, il y a une adhésion et donc il faut payer. C'est ça. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une liste d'attente. Il faut rejoindre sa liste d'attente. On ouvre les candidatures 1 à 2 fois par mois pour rejoindre le club. Ça, c'est pour prouver la motivation et toi te garantir que tous les gens sont vrais passionnés. On postule, en fait, on postule. Il faut postuler. Quand on ouvre les candidatures, les gens postulent, soit à l'écrit, soit en vidéo. Plus de la moitié le font en vidéo. Ce qui est une récompense de dingue pour moi. Ouais, parce que c'est vraiment génial. Quand j'ai des gros patrons de très grosses boîtes qui m'envoient une vidéo et dans la vidéo me disent je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai dû postuler, mais là je le fais et en vidéo. Je trouve ça fantastique. Quel kiff. Ouais. Et une fois que les gens ont postulé, moi je regarde toutes les candidatures, j'y réponds en personne et à ce moment-là, si je valide, les gens peuvent rejoindre et régler leur cotisation. Et le deal, il est hyper simple et c'est ce que je voulais depuis le début, c'est que les choses soient extrêmement claires et transparentes. C'est pour ça que je suis hyper ouvert sur le modèle économique. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai le privilège d'être invité dans ton podcast et je t'en remercie. C'est que cette ouverture, elle est hyper importante pour moi parce qu'elle rend les choses lisibles et justes. Je me rémunère sur la cotisation des membres à ce club. La question est simple, est-ce que tu acceptes de payer oui ou non? Si la réponse est oui et que je t'ai validé, alors derrière, tu peux complètement éteindre ton cerveau et pas te poser la question de savoir si le produit que je vais te proposer d'acheter est le bon produit ou pas, si j'ai un enjeu particulier ou pas à le mettre en avant. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Parce que je n'hésite pas à dire à mes membres, et vraiment je le fais régulièrement, je sais que ce produit, vous allez vouloir en acheter 2, mais vous vous trompez. Achetez-en 10. Parce que je sais que vous allez après m'envoyer un texto en me disant Tristan, c'est quand que tu refais une vente de tel producteur parce que tous les membres ont mon numéro de portable. Donc ça arrive vraiment. Pénible. en vrai, génial, parce que ce qui est fantastique, c'est que j'y prends du plaisir. Donc, bah oui, tu crées de l'enthousiasme. Tu crées de l'enthousiasme. Non, mais je parle du fait que je prends du plaisir à ce que les gens aient mon numéro de portable. Et oui, d'accord. Et qu'on puisse avoir ce genre de relation. C'est hyper agréable parce que tu dois voir l'appétit des gens et que tu suscites en plus. Et puis surtout la valorisation que tu fais des produits. Mais alors, pardon, mais il faut revenir sur un truc. On a parlé de scepticisme au début quand tu disais aux artisans, en fait, en gros, je vous offre un marché, clé en main, je prends 0 com et en plus vous allez être payé au moment où vous envoyez le dernier carton. Enfin, ça n'existe pas. Le premier. Et ça, il faut que tu me partages cette anecdote parce que moi, j'ai eu la chance que tu me la racontes, mais il faut la partager avec ses auditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter le Wagyu, par exemple? Non, mais parce que il faut qu'on se rende compte concrètement de ce que c'est que salut, je vais lancer un truc, je vais te payer, fais-moi confiance, confie-moi une partie de ta production, t'inquiète, ça va partir. Raconte-nous cette anecdote qui est assez dingue. Alors, cette histoire de bœuf Wagyu, elle est hyper importante pour moi puisqu'elle a été le révélateur d'une faille dans mon entreprise et dans mon modèle économique. J'étais assez content d'avoir trouvé ce truc de dire on décale le sujet de l'argent, on le met sur une cotisation qui est très claire. Et vu qu'il n'y a pas de commission sur les ventes, moi, j'ai aucun enjeu à vendre plus ou moins. Donc, les gens me font confiance et croient en mon objectivité quand je dis c'est le meilleur de sa catégorie. Mais, un jour, pendant le Tour de France en van que j'ai fait pendant 1 an avec Mathilde,
on a rencontré un éleveur de bœuf wagyu en France, qui est une race japonaise qui a beaucoup un gras très persillé, et qui est fantastique. On se rend compte, ça se passe super bien. Il coche toutes les cases de ce qu'on cherche. Et donc, on décide de le mettre en avant dans le club. Et quelques semaines plus tard, genre 2 jours avant la mise en avant, je l'ai au téléphone et je lui pose une question complètement banale. Je dis, bon, pour les stocks, je sais que tu as plusieurs bœufs, donc il n'y a pas de problème, quoi. On met pas de limite. À une époque où on a environ 80 membres dans le club. Et là, il me répond, ah non, mais t'es mignon, Tristan, mais moi, j'abats un bœuf par mois, j'ai déjà mes clients, et j'ai un bœuf, il a X trains de côte et pas un de plus. Ouais. Donc en fait, et moi, il faut que je vende tout le bœuf en entier. Ouais. Je peux pas ne vendre que des côtes, par exemple. Ouais. Donc j'ai 8 de ça, 6 de ça, 23 de ça. Et moi, j'étais en mode, oh là là. Tu lui dis, mais mec, en fait, je vais tout vendre, là, je vais tout vendre. Bah, non c'est ça, moi, je connais mes membres. Ah oui. Déjà, à l'époque, je sais qu'on va tout vendre. Parce que bon, je les connais. Donc je lui dis, bon, comment on fait pour en avoir plus? Et il me dit, on fait pas. Donc j'ai pas plus. Moi, mon prochain abattage, il est dans 1 mois et c'est pas possible. Et j'étais vraiment pris au dépourvu. Et j'ai eu beau insister, il y a rien à faire, quoi. Et donc, à la fin de notre échange, je lui dis, parce qu'en gros, il m'a raconté qu'il avait déjà eu des expériences par le passé avec des gens qui lui avaient dit, je vais vendre tout ton bœuf wagyu et qui n'avaient rien vendu. Donc, il me dit, Tristan, je vous ai trouvé trop sympa tous les deux, j'ai envie de croire en votre projet, mais clairement, moi, je ferai rien tant que je suis pas sûr que ça vaut le coup. Je dis, bon, je comprends, Philippe, moi, je sais qu'on va tout vendre. Qu'est-ce que je fais une fois qu'on a tout vendu? Il rigole un peu, il me dit, tu m'appelles et puis je te paierai une bouteille de champagne. La vente démarre. 5 minutes plus tard, j'appelle Philippe. Je lui dis, devine pourquoi je t'appelle Philippe. Il dit, non, tu te fous de ma gueule. Et non, en effet, on avait bien tout vendu. Il a fini par m'offrir 2 ans plus tard ma bouteille de champagne qu'il m'a servi avec un hamburger de bœuf wagyu fait maison qui était absolument incroyable. Et on a décidé que sur le mois prochain, une partie du prochain bœuf serait réservée aux membres de Pépite. Et donc j'ai tous les membres du club qui étaient très frustrés. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, on revient, attendez 1 mois, vous pouvez commander maintenant, c'est juste que vous serez livré dans 1 mois et demi. Ce qui pose de problème à personne, puisque j'ai réussi aussi à réapprendre à mes membres à être patients, parce qu'on vit dans un monde où en fait c'est la nature et il faut savoir se dire, je commande maintenant, mais je l'aurai pas demain. C'est ça, un bon produit. Amazon. Ouais, tout à fait. Je voulais que tu racontes cette histoire parce qu'elle est symptomatique justement du scepticisme qu'on peut avoir en se disant, oui, bon, est-ce que ça marche vraiment avec un producteur qui a un produit d'exception et qui dit, tu es gentil, Tristan, je t'aime beaucoup et déjà je te fais confiance. On va voir si ça marche. Et effectivement, 5 minutes après, on a tout vendu. Ouais. Donc en fait, ça fonctionne. Ouais, je pourrais te donner des exemples de ventes qu'on a réalisées. Philippe, en l'occurrence, on a refait une vente avec lui très récemment. Ouais. En 1 semaine, on lui a généré 54 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est dans des proportions qui n'ont rien à voir. Mais ce qui est hyper important, parce que j'ai vu que tu avais une question, mais pour aller au bout de ce que je raconte, la faille de mon modèle économique que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que je me suis dit, mais c'est quoi la limite haute, en fait? Oui, parce que là, tu peux te dire, bon, à ce moment-là, moi, je vais demander à Philippe d'en produire 2000. En fait, ce jour-là, et ça me paraît assez fou de ne pas y avoir pensé avant, mais ce jour-là, j'ai réalisé que je devrais limiter la taille de mon club, parce que si je le faisais pas, j'aurais été obligé de m'éloigner de ces petits producteurs. Ouais. Et là, tu crées un monstre, et tu n'as plus du tout les mêmes valeurs. Exactement. Et mieux que ça, pour me protéger du potentiel futur Tristan qui se serait dit, oh, allez, quand même. J'ai mis le doigt sur un truc, je me frotte les mains. Je pousse à 2000 membres. En fait, tout de suite, alors qu'on était qu'à 80, j'ai dit, tout de suite, j'annonce, on s'arrêtera à 1000 membres. Et je le dis quasiment tous les jours pour être sûr que les gens me croient déjà, mais aussi que moi, je puisse pas, c'est impossible que je fasse marche arrière. Je perdrais toute crédibilité si demain je le faisais. Et s'arrêter à 1000 membres, alors 1000 parce que ça tombe rond, ça peut être 900 ou 1100, peu importe, mais 1000, ça tombe rond. Et 1000, je le sais, ça nous permettra de ne toujours pas s'éloigner des petits producteurs, dans les cas les plus extrêmes de ceux qui ont vraiment des toutes petites quantités. Ce qu'on fait, c'est ce que je viens de raconter, c'est qu'on étale les livraisons sur plusieurs semaines, tout simplement. Et ça permet de rester
un club à taille humaine et à continuer à être surtout aligné avec notre première mission qui est de soutenir les artisans et producteurs qui méritent d'être soutenus, y compris ceux qui sont de petite taille. Tu vas nous parler de ce que peut offrir le club à ses membres, des autres choses qui sont aujourd'hui disponibles. Mais juste avant, quand on termine avec ce côté produit et artisanat, on s'est parlé du goût. Effectivement, on touche des produits d'exception. On s'est parlé de l'environnement. Il y avait d'autres critères qui font que ce bœuf wagyu, au même titre que ces crevettes ou ce caviar ou ces volailles, sont exceptionnels. Qu'est-ce que tu regardes Les 2 autres critères sur les 4, bon au goût, bon pour la planète, c'est bon pour la santé. Ça me permet de mettre de côté les produits industriels de gens qui sont blindés de diplômes, très intelligents, qui ont beaucoup d'argent et qui sont capables de nous piéger sur tout le reste. De faire des produits qui vont être bons au goût, parce qu'ils vont réussir avec la bonne association de produits, la bonne huile de palme, le bon sucre, à faire un truc qui est satisfaisant au palais, mais qui, on le sait tous, sera pas bon pour notre santé. Ouais. Et enfin, le dernier critère, il y a plein d'autres paramètres pour bon pour notre santé. Ouais. Et une fois de plus, la bio aide énormément. Ouais, ça trie pas mal. Pour moi, ça fait énormément de tri en amont. Et enfin, avec un impact social positif. Ça, c'est un critère que j'ai rajouté, notamment quand je suis allé chercher des produits à Madagascar. C'est un pays qui est très pauvre. On a la chance en France d'avoir un code du travail, un encadrement européen qui sont très forts et qu'on n'a pas ailleurs dans le monde. Donc, je voulais m'assurer que les gens qui travaillent sur place qu'il n'y ait pas d'exploitation, parce qu'on sait que ça arrive dans pas mal d'endroits dans le monde, notamment dans le monde des crevettes particulièrement, où il y a des endroits dans le monde où c'est assez horrible ce qui se passe. Et donc avant d'y aller, j'ai annoncé que ça ferait partie de mes critères de sélection pour m'assurer que ça puisse être une bonne raison de dire non. Ouais. Et en l'occurrence, j'ai pas été déçu sur bien sûr. l'impact social sur place. Deuxième possibilité qu'offre le club, et là on va se parler de moments. Ouais. J'imagine un peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter justement quelle est la seconde idée qui est venue se greffer petit à petit? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si je suis arrivé là aujourd'hui et je suis vraiment heureux de ce que j'arrive à faire, c'est en partie grâce à tous les chefs qui m'ont fait confiance, qui ont joué le jeu, qui l'ont fait gratuitement pendant toutes les premières années de mon aventure entrepreneuriale. Et très rapidement, on s'est rendu compte avec mon équipe qu'on était sur la bonne voie pour pouvoir vraiment apporter un soutien incroyable aux artisans producteurs comme en avant. D'ailleurs, j'ai toujours pas dit ce chiffre, mais je vais le dire maintenant. On a une newsletter qu'on envoie à plus de 15 000 personnes dans laquelle on parle de ces artisans producteurs. Il y a des gens qui le facturent très cher de faire ça. Ouais. Nous, on le fait gratuitement. Et on vient de dépasser les 2,2 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a rapporté à tous nos artisans producteurs. Bon, mais à l'époque, on avait rapporté beaucoup moins que ça, mais on sentait on avait trouvé le truc. Ouais. Et on s'est posé la question de se dire, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre à tous ces chefs qui nous ont énormément aidés à travers ce club? Parce qu'on a quand même une force incroyable, c'est que je rassemble des centaines de passionnés de gastronomie. Et la réponse, elle est arrivée de façon évidente à travers Com, mon ami et associé dans cette aventure, qui m'a rejoint au tout début de l'aventure du club. Com de Cherizet, c'est l'ancien PDG du Goemio, ce grand guide international, que beaucoup de tes écouteurs connaissent évidemment. On dit écouteurs. Et auditeurs. Auditeurs, hein, ouais. Qui nous écoutent avec des écouteurs. Qui nous écoutent avec des écouteurs. Et Com, vraiment immédiatement m'a dit, Tristan, si tu veux les aider, c'est simple. Il y a un immense moment de fragilité dans la vie d'un ou d'une chef. C'est le jour de l'ouverture de son restaurant. Quel que soit le chef. Quelqu'un qui est pas du tout connu. Sa plus grande frayeur, c'est qu'il y a personne. Le jour de l'ouverture. T'imagines, tu bosses depuis des mois sur ton projet et il y a personne. Ou alors, tu le sais qu'il y aura personne et donc t'es obligé d'inviter les potes et la famille. C'est hyper stressant. Et ce stress, il est complètement normal. Et quand tu es une superstar, il y a plein de noms qui nous viennent en tête. Tout le monde t'attend au tournant. Et si il y a la moindre opportunité de dire ce grand nom a loupé sa cuisson, c'est sûr ça va te sortir et ça va lui tomber dessus. Et comme me dit, tu sais ce qu'on peut faire, Tristan, c'est au moins ce premier jour dire vous inquiétez pas, nous on est là pour vous. Donc concrètement, très régulièrement, on fait ce qu'on appelle des soft openings ou des préouvertures de restaurants. Donc on appelle des chefs, même si maintenant c'est de plus en plus eux qui m'appellent, parce qu'ils ont tous compris l'intérêt que c'est pour eux de faire ça, en disant le premier soir, tu nous le réserves. Et ce qui va se passer, c'est que déjà,
on va très très probablement remplir ton restaurant. On s'engage jamais, mais c'est ce qui se passe à chaque fois. On va le remplir avec des gens qui vont payer leur menu. Ouais. Parce que souvent, les tastings, les gens veulent le faire gratuitement. Amis, voilà. Là, les gens vont payer le menu et nous, on assume d'imposer le grand menu aux personnes qui participent à la soirée, si ça arrange le ou la chef. Des fois même, c'est eux qui nous disent non, on va pas faire le grand menu parce que c'est trop d'un coup, donc on va faire le menu en seulement 4 temps ou 6 temps, peu importe. Donc on paye le menu et on va venir avec des gens hyper bienveillants. Et passionnés. Donc pour le chef qui n'a pas encore ouvert son restaurant, c'est l'assurance de remplir sa salle, d'avoir des retours et en plus de faire entrer de l'argent. C'est-à-dire que c'est une opération économiquement parlant pour lui qui est aussi bénéfique. Comme tu dis, il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a pas de perte. Quand je dis bienveillant, il y a aussi un truc hyper important, c'est qu'il n'y a pas une seule préouverture où il n'y a pas eu au moins un petit loupé. Alors le plus petit loupé, c'est quand on a fait la préouverture de Arnaud Donquel à Plénitude, puisque il y a quand même eu un petit loupé. Vu l'année de préparation qu'il avait et les moyens qu'il y avait derrière, et surtout avant tout, le talent incroyable d'Arnaud et de ses équipes, évidemment, c'était proche de la perfection, mais l'expérience n'était pas à 100%. Et ça, je peux te le dire, c'était juste le plateau de fromage qui était très pauvre par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça aurait pu être vécu comme une frustration par certaines personnes. Et là, on arrive en disant, non, c'est le jeu, c'est la préouverture. Et le plateau de fromage qui est pas rempli, franchement, quasiment personne ne s'en est rendu compte ou ne s'en serait rendu compte si c'était pas Arnaud qui s'était platement excusé du fait que le plateau était pas là. Mais on a eu des cas de figure extrêmes. On a eu le gaz qui est coupé. Ah ouais. Donc cuisson sur des plaques. On a eu le staff qui avait été complètement renouvelé quelques semaines avant. On a eu pas de lumière. On a eu des lumières qui clignotent. Bref, on a eu plein de choses et qui sont normales. On a même eu pas de devanture. Genre pas de devanture. Donc à la place, on a eu des trucs en plastique là qui pendaient. Ah oui, des bâches. Des bâches en plastique. Ouais. Bref. Ah oui. Tu vis l'expérience du c'est pas ouvert, c'est vraiment pas ouvert, avec tout ce que ça peut susciter. Sachant que tous les chefs qui nous écoutent, tous les restaurateurs savent que en général, tant que c'est pas ouvert, et jusqu'à la dernière minute, il y a toujours un truc. Bien sûr. Et puis tous les chefs qui nous écoutent sont perfectionnistes et jamais accepteraient d'ouvrir sans devanture. et souvenir incroyable. Et ce qui se passe concrètement, c'est que mais pour les clubs, pour les membres du club, c'est génial de se dire j'étais là avant. Ah, souviens-toi, et ça doit créer des souvenirs incroyables. De dingue, vraiment de dingue. C'est des moments qui sont fantastiques. Et ce qui est parce qu'attends, excuse-moi, mais on le dit comme ça. Hein. On vient de se dire que vous avez fait qu'avant que Arnaud Donquel ouvre Plénitude, donc qui a pris 3 étoiles en, je pense, 6 mois dès la première année, ce qui est rarissime. Donc qui a été un événement. Ce restaurant était attendu, et puis c'est dans le cadre de la Samaritaine. Enfin, c'était fou. Eh ben vous étiez là avant tout le monde. 9 jours avant l'ouverture officielle, on a rempli son restaurant. Tout le bâtiment était vide, donc on a pris l'apéro au champagne sur le rooftop qui était vide avec Arnaud qui était avec nous, qui nous racontait les anecdotes de cette année passée à préparer tout ça. C'est génial. D'ailleurs, la seule personne qui a mangé avant nous à cette table-là, c'est Bernard Arnault, la veille. Dingue. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est les moments qui sont fantastiques et on en a fait des dizaines. Mais c'est pas que des restaurants de ce niveau-là. Non. Parce qu'on s'en était déjà parlé avec Priscilla Tram. C'est des restaurants qui peuvent aussi avoir une qui soit plus modeste, soit en termes de proposition, soit c'est toutes sortes de tables. Tram 130, NAM, N-A-A-M, rue de Belleville, un restaurant thaï excellent. Je suis encore retourné récemment. Je sais même pas le menu. On a dû payer peut-être 50, 60 euros par personne, grand max, et avec beaucoup de services. Donc il y a vraiment de tout. Ouais. Il y a des choses exceptionnelles, tout exceptionnel en fait. Il y a des choses chères, d'autres moins chères. Le fil rouge, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie de soutenir ce ou cette chef dans son aventure entrepreneuriale et si la réponse est oui, on y va et on est là pour les soutenir. Donc ça, c'est ce deuxième pilier qui est une sorte de renvoi d'ascenseur où, encore une fois, ce syndrome gagnant-gagnant existe, puisque pour les membres du club, les mecs, c'est exceptionnel. Alors, j'étais là avant même que. C'est un peu, moi, ça me fait penser, tu sais, quand t'es fan d'un jeune chanteur ou d'une jeune chanteuse ou d'un musicien qui est pas encore connu et t'as ses premiers albums et t'es là, putain. Et après, le mec finit par faire Bercy et toi, tu peux dire,
les gars, moi ce mec je l'ai vu devant 20 personnes. Exactement. Il y a ce truc un peu. Et ce truc-là, c'est vrai que c'est difficile à percevoir, mais en effet, quand les membres pépites qui sont allés à une préouverture, alors déjà, ils reviennent très souvent dans ces restaurants. Ouais. Et c'est des passionnés de gastronomie, et souvent ils réinvitent leurs clients, etc. Donc, en plus de ça fait du chiffre d'affaires. Il y a une traîne indirect économique pour. Ouais. En plus de ça, c'est une bonne partie d'entre eux sont des influenceurs dans le sens, pas dans le sens Instagrammeur, mais dans le sens où tout le monde autour d'eux sait que ce sont des fous furieux. Et des radars et à donc, adresse. quand ils disent ce restaurant est génial, ils font venir des gens. Et les chefs, c'est génial parce que eux me racontent des anecdotes parce qu'il doit y avoir des liens qui se créent. Bien sûr. Des fois, l'anecdote que je préfère, parce qu'elle arrive souvent, pas très souvent, mais souvent, c'est les chefs qui me racontent que 2 tables côte à côte se sont d'un coup retournées en mode « T'as dit pépite ? Mais t'es membre du club ?» C'est drôle. Et les gens échangent entre eux. Ça, c'est le moment qui sont trop bien. Sympas. Ouais. Donc ça, c'est ce deuxième pilier, ce renvoi d'ascenseur qui fait qu'à un moment, t'as pu offrir au chef justement, voilà, un retour. On remplit leur salle, on les conseille et tout ça dans un moment charnière qui est la préouverture de leur restaurant. Ça, et on leur apporte un boost au moral. Ce que j'avais pas identifié au début. Franchement, très honnêtement, à ce moment de fébrilité. Mais en fait, je pense notamment là récemment à Alexis Vonnet de Maison Avoine, ancien chef exécutif de Guy Savoy, qui a ouvert son propre restaurant. Ici, les Moulineaux. Fantastique. Allez-y, c'est génial ce qu'il fait. Et vraiment, il nous l'a dit à la fin de la soirée. Il avait les larmes aux yeux. Il nous a dit, mais vous réalisez pas, voir ce lieu enfin rempli de gens, mais c'est une émotion qui est... il n'arrivait pas à la décrire, cette émotion, mais c'était d'une beauté folle. Et quelle énergie pour nous de se dire qu'on a contribué à ce truc-là. D'autant plus que ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on essaye à chaque fois de demander à tout le staff de sortir jusqu'aux plongeurs et de venir en salle. Et là, on leur fait une standing ovation. Et tu vois, j'en ai des frissons d'en parler. C'est des moments qui sont... c'est trop bien. Quel beau métier. J'adore. Je suis pressé de faire la prochaine déjà, quoi. C'est quoi là? Il y en a tous les combien? Il y a aucune règle. Les ouvertures dépendent pas du tout de nous, donc ça dépend des chefs. En ce moment, il y en a beaucoup moins, mais des événements, on en a toutes les semaines. Ça, c'est donc quelque chose à vivre quand on est membre du club et quand on est chef, voilà, partenaire sur ce genre de moment-là. Quel est le troisième axe? Le troisième grand pilier. Donc, on fait plein d'autres événements, mais en effet, c'est les préouvertures le plus symptomatique de qui on est. Emblématique. Emblématique, merci, de qui on est en tant que club. Mais on en fait plein d'autres autour du vin. On fait se rassembler les membres. Hier soir, une dizaine de membres se rassemblaient chez moi, là où on enregistre le podcast en ce moment. Et le troisième pilier de ce club, c'est le lien social qu'on crée entre passionnés de gastronomie. Hier, on était l'exemple parfait, mais on a notamment... En fait, j'ai beaucoup de membres qui me disent aujourd'hui, avant de rejoindre ce club, je me sentais presque seul dans ma folie, mais une belle folie. Cette folie je crois que j'en parlais tout à l'heure, de passer 30 minutes à choisir son huile d'olive, je racontais tout à l'heure, ou faire des bornes pour aller au restaurant. Les gens se sentent un peu seuls, certains se sentent un peu seuls, et d'un coup, nous, on leur dit, attends, viens, t'inquiète, on a bien tous la même pathologie. Et même si je viens de l'expliquer là à l'instant, je sais que c'est rien par rapport à l'effet waouh qui arrive lorsque les membres sont validés et rejoignent le WhatsApp. Donc on a une communauté WhatsApp, c'est pas un groupe, c'est une communauté dans laquelle il y a plein de sous-groupes, comme ça les gens choisissent par préférence est-ce qu'ils veulent rejoindre le sous-groupe bonnes adresses, recettes, vin, voilà, il y en a plein comme ça par thématique. Et tous les membres avec qui j'échange, parce que j'échange beaucoup avec eux, on a un coup de fil, bref, tous me disent la même chose, mais c'est hallucinant le niveau d'engagement, d'activité qu'il y a et la bienveillance qui règne sur ces groupes où il n'y a pas de mauvaises questions, on a le droit de pas savoir, ça pose pas de problème et il y a vraiment une ambiance dingue. Et ce lien-là, il est de plus en plus important pour moi et prend vraiment de l'ampleur dans ce club parce que je suis en train de découvrir qu'il y a des événements qui s'organisent en off complètement. Ah, ça t'échappe. Qui m'échappent complètement et j'adore ça. C'est ça les passionnés, c'est qu'à un moment ils s'emparent du truc. Ah ouais, complètement. Genre les gens se retrouvent, vivent des choses... je vais citer Daniel, par exemple, membre de longue date, qui en est à sa 3e organisation dans laquelle
on a fait la préouverture dans le cadre de Pépite. On a fait la préouverture de Vaisseau d'Adrien Cachot, ouais. Complètement. Pas mal déjà. Fantastique d'avoir fait ça. C'était dingue. Et Daniel était présent à cette préouverture et il a réussi à ressortir avec le 06 d'Adrien. Et depuis, il organise donc 3 fois. Il a complètement privatisé Vaisseau. Ce qui est pas simple parce que pour avoir une place. Non, mais déjà pour avoir une table, c'est pénible. Ouais. Bah lui, il privatise tout. Un midi. Et il envoie un message sur le WhatsApp en disant. J'ai mis la main sur Vaisseau. Ouais. Qui veut venir? Et moi, je fais rien. En plus, c'est compliqué, hein, je le sais. Hein, merci Daniel, parce qu'il y a ceux qui disent oui, enfin, je peux plus, machin. Ouais. Mais il gère tout ça comme un pro, alors qu'il a un taf. C'est un grand patron dans une grosse boîte. Mais il gère ça avec une telle passion que, c'est la. C'est des événements qui m'échappent complètement. Je devais aller au troisième et j'ai fini par libérer ma place parce que j'ai eu la chance de pouvoir y aller 2 semaines avant et je me suis dit je vais plutôt la libérer pour un autre membre qui aura très envie d'y aller. Et ouais, ça c'est des éléments qui sont dingues et on en est qu'au tout début de ce que cette communauté de passionnés de gastronomie est capable de créer et d'apporter comme valeur aux artisans producteurs et aux chefs et peut-être demain à d'autres personnes auxquelles je pense même pas. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est beau. C'est en train d'aller plus loin que ce que tu avais prévu. Et là, on se parle de quelque chose qui est finalement le plus joli dans l'histoire. C'est que là, on dépasse toute idée de business, toute idée d'entreprise. Et c'est l'humain et la passion qui ne parlent que pour soi. Et c'est super. Si on en revient à toi et à ta position et à ce dont on se parle ici depuis le début, c'est-à-dire ce côté entrepreneurial, maintenant qu'on a dit à quoi tout cela pouvait correspondre, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes la suite? Vers quoi tu as envie d'emmener ce club? Alors on a compris, il va être circonscrit parce qu'on n'a pas envie que les valeurs changent, tu veux préserver ça, tu veux ne pas t'éloigner des artisans qui font un travail d'exception. Mais on va vers où après? C'est quoi les prochains chapitres? Est-ce qu'il y a d'autres envies? Est-ce que tu as envie d'emmener le club vers d'autres horizons? Ou t'adresser à d'autres types de publics, je sais pas. Évidemment, j'ai beaucoup d'idées et j'essaye d'avancer pas à pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai une entreprise qui fonctionne, qui me rend extrêmement heureux. Point. On peut s'arrêter là parce que c'est déjà super. Non, ce bilan est génial. Mais allons-y, on a envie de savoir la suite. Donc le travail, mais qui est pas si simple pour moi puisque j'ai un esprit plutôt créatif. C'est de filtrer. C'est de filtrer mes idées et mes envies. Et d'arriver à continuer à faire avancer ce club tel qu'il est sans justement partir dans tous les sens. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement mes amis entrepreneurs qui ont des modèles économiques dans lesquels il n'y a pas de limite et on part sur des chiffres d'affaires en millions, etc. Parce que il y a cette envie de toujours créer et de toujours aller plus loin. Et moi, j'essaie de freiner ça sans que ça devienne une frustration pour préserver l'idée initiale de ce club, qui est de faire du bien sur cette planète, d'aller un tout petit peu mieux que quand moi je suis arrivé dessus. Donc, ça a des contraintes. Et ces contraintes, je les ai tellement répétées que je vais évidemment les suivre. Et ça va me forcer à être, je pense, encore plus créatif. Et c'est la bonne nouvelle pour pouvoir... on a créé la plus grande et la plus belle communauté de passionnés de gastronomie en France. Ça permet de faire des choses complètement folles. Ah oui, alors quoi? Parce que du coup quoi? C'est ce que cette communauté aujourd'hui implique et cette énergie-là qui te donne à la fois des idées. Là, on est encore dans ce truc de on teste, on fait par ce qui se produit et on voit comment ça se passe. Il y a des choses qui se mettent en place par cette communauté-là. Il pense à des trucs là. Il est là. Ouais, attends, qu'est-ce que je peux raconter? Non, mais par exemple, hier soir, chez moi, il y avait Manuel Perrondet, meilleur ouvrier de France sommelier, membre de Pépite, et également fondateur de Chef d'œuvre entrepreneur. Il a démarré quasiment en même temps que moi. Il m'a fait une déclaration d'amour entrepreneurial hier soir qui m'a ému à un point. Je pense que les personnes qui étaient là l'ont constaté. Et je sais qu'on a plein de choses à construire avec Manu, parce qu'il a fait tout un travail, le même travail que j'ai fait avec les artisans producteurs. Lui le fait depuis bien plus longtemps que moi, avec des vignerons. Ouais. Lui, il apporte déjà beaucoup de valeur à ces vignerons, et je suis convaincu que en se mettant ensemble,
j'ai moyen de l'accompagner dans sa mission et d'apporter beaucoup de valeur à des vignerons. Donc, on a plein d'idées avec Manu, que je peux pas révéler tout de suite, mais tu imagines toutes les portes que ça ouvre. Ouais. C'est tout un pan complètement nouveau qu'on n'a pas du tout exploré jusqu'à maintenant, celui du vin, des vignerons. Que tu peux valoriser, que tu peux aider, que tu peux éclairer. Complètement, sachant que le WhatsApp vin et boissons est Ouais. le groupe le plus actif. Forcément, c'est un truc le vin, c'est la pure passion. Donc, dans ce club, il y a des dingues de vin, des gens, enfin, c'est hallucinant. Ouais, C'est il doit y avoir des hallucinant, experts, pour le coup, bouteilles, ouais. des experts, vraiment. Donc, évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi, et c'est pas un gros mot, il y a beaucoup d'argent au sein des membres de Pépite. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêtes à le dépenser, mais qui Sur veulent ce le terrain. dépenser au bon endroit, intelligemment, en étant sûr que ils ne payent pas pour du marketing, juste une belle agence de communication qui a fait un beau packaging. Ils veulent être sûrs que s'ils mettent de l'argent, c'est dans un bon produit qui suit toutes les valeurs que j'ai décrites tout à l'heure dans ce club. Donc tu penses que ce club pourrait être potentiellement aussi une réunion d'investisseurs à destination de ceux qui produisent, de ceux qui fabriquent, de... Ah, tu vas réussir à me le faire dire. Non, mais je sais pas. Mais si, t'as raison. Mais attends, quand les mecs ils privatisent un déjeuner, c'est qu'ils ont le goût, c'est qu'ils ont la passion. Si en plus ils ont les moyens, tu peux créer aussi un relais, comme je le pense depuis le début, t'es armé aussi, et avec cette idée de soutenir les artisans, puis de soutenir les chefs, et ben là, tu te crées petit à petit une petite armée. Ouais. De bienveillance, pour le coup, c'est une belle armée, quoi. Tu m'as eu, je vais parler de cette histoire. Il y a un sujet qui est extrêmement excitant parce qu'une fois de plus, il coche toutes les cases de ce qu'on cherche dans ce club et toutes nos valeurs de soutien des artisans et des chefs. Récemment, et ça m'est tombé dessus, j'ai un ami chef qui nous a contacté en disant « J'ai un projet de création de restaurant », je peux le dire en fait. Ce chef, c'est Romain Médère, avec qui, dont on a fait la préouverture du restaurant Les Chemins à Primard, et qui va donc ouvrir bientôt à Paris. Exactement, Prével, là où était le restaurant de Garance à l'époque. Et Romain m'a contacté en me disant j'ai un souci avec un de mes investisseurs qui au final doit, pour des raisons personnelles, se retirer du projet. On est très proche de la date limite du prêt garanti par la banque. C'est dangereux. À ce stade, lui, même s'il est très serein, parce que si tu le connais, il parle avec beaucoup de très posé, mais c'était dangereux. Il était un peu en PLS parce que tout était ficelé. Il avait le lieu, le prêt. Et puis on n'a pas du tout envie d'avoir ce genre de truc. Tout risquait de s'effondrer, vraiment. Et le timing était très très serré. Et il me demande si j'ai une idée de comment l'aider. Et en l'occurrence, alors j'ai des idées, mais j'ai surtout des plein de numéros de téléphone en plus. Ce qui était presque frustrant, c'était que je devais me retenir parce que moi, dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais c'est sûr à 100%. Je vais te trouver un investisseur. Mais je voulais pas leur vendre du rêve. Donc je dis leur parce qu'on était avec sa chef de projet qui gère ça à la perfection, et Héloïse. Et je leur dis, je suis assez confiant. Je dois pouvoir trouver quelqu'un. Combien d'heures vous me donnez pour vous donner une réponse? Déjà, ils me disent, on parle pas en heures, Tristan, on parle en jours. Alors, bon, d'accord. Écoutez, demain, je vous donne une réponse. Et en quelques heures, j'ai envoyé un message sur WhatsApp, en plus où je donnais très peu d'informations, je donnais même pas le nom de Romain Médère, et j'ai eu 40 personnes qui se sont manifestées comme très intéressées. En plus, j'ai fixé des montants minimum d'investissement assez élevés, en dizaines de milliers d'euros, et tous me disaient, moi je suis hyper chaud. Donc le lendemain, on s'est rappelé, et je leur ai dit, bon, là maintenant je suis sûr... c'est plus un sujet. Votre projet, vous aurez l'argent. La seule question, c'est un problème de riche, c'est qui est-ce que vous voulez qui fasse partie de cette aventure. Et donc ils m'ont décrit un petit peu le profil qu'ils cherchaient pour rejoindre leur aventure. Et t'as pu affiner et j'ai appelé une personne et créer un mariage. La première personne que j'ai appelée a dit oui et génial. On s'est revu quelques semaines plus tard et ils m'ont dit il est génial. Machin. Bon bref. Enfin, c'est beau. T'es un faiseur de belles histoires pour le coup, parce que c'est de ça dont on se parle au final. Il ne reste que des belles histoires. Exactement. C'est ce qui est fantastique, c'est que je le dis parce que Romain me l'a dit. Romain m'a dit lorsqu'on il a eu les clés du restaurant et qu'on a bu une coupe de champagne là-bas, il m'a dit que Pépite avait sauvé son projet. Alors peut-être qu'il aurait eu en last minute quelqu'un, mais lui il le vit comme Pépite a sauvé ce projet. Donc déjà ça m'émeut de le dire et c'est trop beau. Donc lui est forcément hyper content. En plus, il a au bord de son restaurant
un vrai pur passionné qui est trop content de faire partie de cette histoire. Tu m'étonnes. Les 2 membres qui ont rejoint ce projet, parce qu'il y en a eu un deuxième pour une raison que je vous passe, les 2 membres sont tellement heureux de faire partie de ce projet. Imagine demain, et encore toi tu es dans ce monde des chefs, mais un particulier passionné de gastronomie, s'il se dit j'aimerais bien investir dans un restaurant, par où tu démarres? Ouais. Tu contactes qui, t'appelles qui, tu vas où, comment t'es sûr que le projet est viable? Et là, il se retrouve à soutenir Romain. C'est-à-dire que là, moi, la seule chose que je me dis, c'est en fait, j'aurais aimé être cette personne. Et donc de ça est née évidemment l'idée de se dire, est-ce que une fois de plus, on n'utiliserait pas la force de cette communauté de passionnés de gastronomie, et de la confiance qu'on a créée, parce que c'est aussi ça qui est très beau dans le modèle économique, les contraintes que je me suis imposées quand même, je limitais à 1000 membres, c'est couper ma seule source de revenus. Toute cette confiance qu'on a créée par notre modèle économique et par la relation très forte et très proche que j'ai avec tous mes membres, à qui je réponds en vidéo quand ils postulent, que j'ai régulièrement au téléphone, ça peut faire des miracles. Et un des miracles que j'avais pas anticipé, qui m'est tombé dessus, c'est potentiellement, en effet, de les soutenir à travers de l'argent, mais même plus que ça, parce que c'est les membres du club, c'est les gens qui, évidemment, quand ils auront quelques billes dans un restaurant, ils seront trop heureux et trop fiers d'inviter leurs clients, leurs amis, leur famille là-bas, et en disant ça c'est ma table. Putain, quelle classe. Ouais, c'est génial. Trop bien. C'est génial. Je m'engage pas sur tout ce que je viens de te dire. Là, je révèle une idée. Peut-être qu'au moment où les gens l'écouteront, ce sera déjà le cas, mais en tout cas, c'est clairement une piste que j'explore et c'est représentatif du potentiel et qui peut se déployer sur d'autres terrains, sur plein d'autres idées. Ouais. Mais du coup, on se retrouve dans un an pour savoir où on en est, où vous en êtes. Ouais. Et puis moi, je vais faire partie de ce club-là, donc j'espère faire partie de ces groupes WhatsApp. Ça fait envie. Merci Tristan. Avec grand plaisir. Merci à toi, David. Je vous avais dit que le type était inspirant. Et je sais maintenant que vous me comprenez, que vous savez à quoi tient justement ce sentiment. Cette fibre entrepreneuriale, elle lui ressemble. Elle est positive, elle est tournée vers les autres, vers la vie. Elle est passionnée. Parce que des patrons qui vous parlent de l'importance de la passion, vous l'avez entendu des dizaines de fois. Et la plupart du temps, vous avez eu ce sentiment d'un discours creux ou pas incarné. Et là, je suis certain que même sans l'image, vous avez senti dans le ton de cette voix le kiff de celui qui chaque jour met en place de nouvelles idées pour booster le quotidien des producteurs, des chefs et faire kiffer les passionnés de ce club Pépite. Alors, petite mise à jour, à l'heure où j'enregistre ces lignes, j'ai rejoint le club Pépite et je me réjouis à l'idée de rencontrer d'autres personnes atteintes du même syndrome que moi, de prendre part aux échanges sur les fils WhatsApp et qui sait demain de soutenir un chef dans un projet entrepreneurial. Bon, j'avoue, j'ai déjà regardé le catalogue et figurez-vous que comme je cherchais un bon cidre depuis 6 mois, devinez quoi ? J'attends une caisse de cidre sourcée avec soin, vous l'aurez compris, par ce cher Tristan. Merci à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps de raconter ton histoire. Je suis sûr que ça donnera envie à certaines de rejoindre le club Pépite. Allez sur le site pour vous renseigner, pépite-club.com, pépite au pluriel, _du6, club au singulier.com. Ça donnera peut-être aussi des idées à d'autres pour monter des projets, soutenir des artisans. Moi, j'ai envie que ce format-là dédié à l'entrepreneuriat, il crée justement de l'émulation. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi sur Instagram, @chef au pluriel podcast, chef podcast sur Insta donc. Vous le savez, j'adore nos échanges. Merci d'avoir écouté ce numéro jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouvel épisode. Ouais, on se quitte plus et j'adore ça. Alors d'ici là, prenez soin de vous, faites le marché, cuisinez et faites tourner votre podcast préféré. Salut!